souvent que j'ai plus un amour pour le textile que pour les vêtements. Moi, je suis pas self-made, je suis everybody made. Mon père, ce qu'il me dit tout le temps, c'est que les études, c'est ton plan B. Ton D'accord. plan A, c'est le don que Dieu t'a donné. En fait, dernièrement, ce que je me demande, c'est ce que serait ma vie sans ce stress-là. Allow me to reintroduce myself. My name is Ho. Show. Hello les incroyables, la team incroyable. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du Off Show. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés sur la page. Bienvenue à tous ceux qui nous écoutent en audio sur toutes les plateformes. Et aujourd'hui, je reçois une amie, une sœur, une chef d'entreprise, une designer, une maman. Je reçois Fatima de Sofatou dans le Off Show. Je me suis sentie comme une star un instant. Mais t'es une star, wesh. Ouais, I mean... Mais t'es ma star en tout cas. Moi, t'es ma star. Voilà. Toi, comment tu vas? Ça va très bien. Tu vas bien? Oui. En forme? Alhamdoulilah, ça va très bien. Bien installé? Très bien installé. On m'a bien traité. Ça va. C'est très beau ce que tu portes. Merci, Ça c'est va? nouveau. Je me demande qui a créé ça. Mais bon, Je me demande aussi. on va en parler. D'ailleurs, regardez. Attendez, je pousse un peu le micro. Voilà, vous avez vu mon polo. Exclusivité mondiale. Ton Voilà. solo, pardon. Ah oui, pardon, mon solo. C'est pas un polo, c'est un solo. Merci. Mais bon, on va en parler plus tard. Tu vas bien? Ça va. Ok. Alhamdoulilah. Prête à discuter? Prête à parler? Toujours. Prête à nous dévoiler les secrets? Ça, je suis pas très sûre. Donc, en tout cas, la première question que je pose à tous mes invités, Fatima, quand ils arrivent ici, c'est comment tu te présentes aujourd'hui quand tu rencontres quelqu'un qui ne te connaît pas? La vérité, ça dépend de la personne. Si je vois une maman en détresse, je vais dire bonjour, je suis maman de 2 enfants. Non, tu es dans un milieu professionnel. Tu es dans un milieu professionnel. Comment tu te D'accord. présentes aujourd'hui? Alors, je me présente généralement comme Fatima Zahraba, une jeune femme sénégalaise, musulmane, halpoula à moitié, lébou à moitié. Ouais. Pas toujours, ça dépend. Si c'est une personne très culturelle, mais je continue. Donc, je suis la fondatrice de la marque Sofatou. Ouais. Et la cofondatrice d'un concept store qui s'appelle Arca. Mhm. Je peux m'arrêter là-bas. Non, c'est très bien. C'est très bien. De toute façon, on va rentrer dans le détail et dans le parcours et dans l'histoire et je pense que les gens apprendront à savoir qui tu es et tout ce que tu fais. Alors moi déjà, Fatima, la première question c'est, tu es née à Dakar? Je suis née et j'ai grandi à Dakar. Née- À Sikap, Boy Kapsi. Boy Kapsi. Ouais. Ah, ah. Tu as une grande famille, beaucoup de frères et sœurs? Alors, on était 4. Ouais. Moi, ma grande sœur, ma petite sœur et mon petit frère, le Benjamin, qui est décédé malheureusement en 2016. D'accord. Le temps passe. Hein, Ouais, ça le fait temps 8 va ans. vite. Ouais. C'est fou. Ouais. Ouais, donc on était 4. Mais maintenant, c'est moi et mes 2 sœurs. Et c'était comment l'enfance de Fatima? C'était joyeux. Uh-huh. J'ai vraiment eu une belle enfance. Donc, je suis née à Liberté 5, là où il y a mon atelier maintenant, Oui. chez ma grand-mère. Puis, on a déménagé à Liberté 6 Extension, puis encore à Liberté 6 Extension. Donc, je suis vraiment dans ma zone là. D'accord. Et donc, on avait beaucoup de cousins, cousines. On a grandi avec, très souvent chez ma grand-mère, beaucoup de fêtes d'anniversaire, beaucoup de sorties à Gorée, à la plage, etc. C'était vraiment une très belle enfance. Bon, moi, j'étais une enfant aussi hypersensible. Je pleurais beaucoup. Ouais. D'ailleurs, on m'appelait Santima. Tu connais la chanson de Youssou N'Dour, Enjoy la Oui. colère. Voilà. Donc, je pense que j'ai été très sensible pendant assez longtemps quand même. Mais oui, mais overall, c'était vraiment une belle enfance. De très, très beaux souvenirs. Très beaux souvenirs. Ouais, et de forts liens aussi. Et papa et maman font quoi? Alors, papa est professeur de pensée islamique. D'accord. Professeur, chercheur, docteur en pensée islamique d'ailleurs. Et maman, que Dieu ait son âme, était médecin nutritionniste. Ouais. Deux scientifiques. Oui, plus ou moins. Bon, après, scientifique de la pensée. Et Exactement, scientifique de la pensée. Voilà, et du corps. Hein. Donc, et surtout, papa et maman sont 2 personnes très engagées, je veux dire des activistes de manière générale, des modernistes un peu, c'est quoi le terme, des réformistes, voilà, engagés politiquement, socialement, religieusement, culturellement. Et voilà, et
nous ont transmis beaucoup de ça, je pense. Oui, je te pose cette question parce que justement, Papa est aussi imam. D'ailleurs, petite anecdote, son papa est imam et Fatima et moi, on a un lien qu'on ne savait pas jusqu'à ce que je vienne à sa boutique justement. Mais oui. C'est son père qui nous a mariés, Karel et moi. Et un jour, je suis à la boutique de Fatima. Karel est en train d'essayer des habits. Et la boutique se trouve à la maison. À la petite maison, boutique. exactement. Ouais. Et je vois un monsieur qui passe et je regarde, je fais mais c'est le monsieur qui nous a mariés. Et Fatima dit mais c'est mon père. Et donc voilà, on était déjà liés sans le savoir. Donc et comment c'est justement, bah tiens, je me pose cette question en même temps. C'est comment de grandir avec un père? Parce que bon, déjà, il est déjà dans les sciences, déjà. Il est imam. Est-ce que c'est beaucoup de pression? Est-ce que finalement, tu n'as pas ressenti... Si je parle de l'affaire là ici. Le gars là, ça fait pas longtemps qu'il est devenu mon ami. Hein. Alors que vous vous ressemblez tellement. Tu trouves? Ah, je trouve. C'est la photo que tu as Je postée de ressemble lui. plus à ma mère. Ah, la photo que tu as postée de lui récemment, je trouve que vous vous ressemblez tellement. Le gars là. Non, c'était pas du gâteau. Hein, Et c'est pour ça que je pense que les personnes avec lesquelles je serais le plus liée à vie, c'est mes sœurs, parce qu'il y a qu'elles qui savent c'est quoi d'être l'enfant du gars là. Mais c'était pas facile. En fait, quand tu es jeune, j'avoue, ça doit pas être simple parce que comprendre tout ce qu'il veut t'inculquer. Et je pense que vous voyez le monde différemment. Différent, mais quand tu es grand, je pense que c'est là où tu réalises tout ce qu'il a voulu t'inculquer. Oui. Et c'est là que tu deviens fan de lui. Ouais, Et c'est là qu'aujourd'hui, que toi-même, tu veux mieux pratiquer ta religion, que tu réalises aussi la chance que tu as eu de l'avoir comme père, de qui t'ait inculqué certaines choses très tôt, etc. Par exemple, il y a des doigts que j'essayais d'apprendre très tard, puis j'ai réalisé, mais ça, je connaissais ça quand j'étais toute petite, en fait. Ce qu'on dit quand tu manges, quand tu sors. Mais en fait, tellement j'avais arrêté de dire ces choses en grandissant, je réalise après coup qu'il m'avait appris tout ça, en fait, déjà. Donc, c'était beaucoup de pression. C'était beaucoup d'incompréhension. Parce que, justement, lui, il est originaire du Fouta. Il a appris le Coran en entier. C'était un talibé. Ensuite, il a appris tout seul l'arabe. Il est parti en Mauritanie pour faire un cursus en arabe, jusqu'à ce qu'il ait une bourse pour partir étudier. Il a étudié au Liban, puis il a été au Qatar, je pense, au Koweït plutôt, c'est là-bas qu'il a eu son doctorat. Donc, tout dans les sciences islamiques. Donc, toute sa vie, en fait, c'est l'islam. Donc, quand nous, on est nés, lui, il était déjà affecté ailleurs. Il travaillait dans les sciences islamiques, bien entendu. Il travaillait dans l'humanitaire islamique, plutôt. D'accord. Et il était beaucoup plus rigide qu'il ne l'est aujourd'hui, par contre. Ça, il faut le dire. Il y a des petits-enfants maintenant. Il a des petits-enfants. Et même, je pense qu'il a voulu devenir notre ami, ce qui s'est fait, alhamdoulilah. Et en fait, il était vraiment très comme ça. Alors que, donc, lui, il est halpolar, très traditionnel, etc. Ma mère, elle est l'ébou d'origine. Sa famille, c'est un peu la bourgeoisie de Dakar, un peu. D'accord. Donc, du côté de ma grand-mère, c'était on fête des anniversaires. Je me souviens que quand j'ai mis mon voile, quand j'étais au CM de ma mère, ma grand-mère m'a dit « Yo, dindili, da nga mën a fecc machu ngay muuru ». Machu, c'était la danse du temps. Donc, tous les anniversaires, on me dit qu'elle fecc. Alors, il faut que tu traduises pour les gens qui ne parlent pas wolof ce que tu veux dire. Pardon. Donc, elle me disait pourquoi tu mets le voile alors que tu danses tellement bien le machu. Donc, le machu, à l'époque, c'était une chanson de Chonsek. Et donc, tous les anniversaires, elle me disait viens danser devant les gens. Et donc, pour vous dire, elle était contre le voile de ma mère, etc. Bien entendu, après, elle a regretté plus tard et elle s'est faite à ça. Et en fait, en plus de la pression du fait que c'est un imam, c'est que mon père et ma mère, ils font partie des premiers... Bon, ma mère, déjà, c'est la première femme avec ses deux amis, les deux Tata Aïcha, à s'être voilée à l'université. D'accord. Donc, c'était un temps où être Ibadur Rahman, comme on les appelait, c'était pas à la mode, au contraire. Ok. On a grandi avec ça. C'est marrant que tu dis ça parce que j'aurais jamais pensé ça. Je me serais jamais pensé que tu aurais pu être jugé au Sénégal. Mais moi, je détestais ça. Quand tu me dis ta famille, c'est des Ibadou, je te dis non. Je me suis disputée pour ça, je me suis chamaillée avec des gens pour ça, parce que dans notre tête, il y avait une réelle stigmatisation par rapport à ça, au fait de porter le voile, au fait qu'on partait à la Tabasco, à la Corité, on nous forçait à partir à la mosquée. Les nafila pendant le ramadan, on nous forçait à partir, on était les seules fillettes, on se disait, mais pourquoi on est là en fait? Donc, oui, je pense que c'était très choquant autant, et bien sûr, c'était quelque chose qu'on n'aimait pas. C'est quelque chose qui a grandi dans le cœur des Sénégalais, c'est quelque chose qui a changé avec le temps, et il y a beaucoup de choses qui ont été faites pour ça. Mais à l'époque, oui, je pense que c'était beaucoup de pression. Ouais. Mais tu vois, je ne sais pas si un jour ton père le ferait, mais j'aimerais tellement le recevoir dans le podcast pour parler de
de religion, de tout ça. Tu peux. Je te laisserai la mission et tu lui montreras l'épisode. Il y a pas le Bonjour problème. tonton. Et donc voilà, donc tu grandis dans cet univers, tu Mhm. grandis dans cette famille avec plein de beaux souvenirs, de rires, de bonne ambiance. Et Fatima à l'école, elle est comment? Déjà, elle s'appelait pas Fatima. Ah, Je vais raconter ça ici. Il y a plein de choses, plein de personnes qui ne savent pas. Je m'appelais Fatou. ok, Donc, c'est ce qui a ramené d'ailleurs le nom de la marque. Parce que ma grand-mère, que son père aussi n'a pas appelé Fatima, mais Fatoumata, était déclarée Fatou Sow. d'accord. Donc, Sow Fatou, le nom de la marque. Et donc, ma grand-mère, c'est pas mon père qui m'a déclarée. Parce que comme je te dis, il était tout le temps affecté ailleurs, Oui. il n'était pas là. C'est ma tante qui est partie pour me déclarer. Et comme on appelle ma grand-mère Fatou Sow, on a dit que c'est Satouno, il a dit Fatouba. D'accord. Sauf que tout le monde m'appelait Fatima à la maison. Et c'est le jour, bien plus tard, où mes sœurs ont découvert que je m'appelais Fatou, que ma vie est devenue un enfer. Ah, c'est les sœurs qui ont lancé l'information. Fatou Mbindou, Fatou Bobo Diouf, Fatou Bobonne. J'entendais du tout. Et j'ai commencé à détester le prénom là, parce qu'on m'appelait Fatou à l'école, Ouais. mais toute ma famille m'appelait Fatima, parce que mon père m'appelait Fatima Ouais. Zahra. Ouais. Donc Fatima à l'école, ou Fatba à l'école, parce que beaucoup de gens jusqu'à présent, mes amis m'appellent Fatba. Très tête en l'air. On m'écrivait tout le temps élève distraite, élève bavarde, mais très souvent première de la classe, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Donc, j'avoue que j'ai eu beaucoup de chance. Je ne faisais pas forcément beaucoup d'efforts. Et c'est bien plus tard que j'ai réalisé que c'est parce que j'étais ce qu'on appelle neurodivergente et que j'ai été diagnostiquée, etc. Donc, oui. C'est souvent, quoi neurodivergent? c'est juste que ton esprit n'est pas conçu un peu ton cerveau comme les cerveaux normaux. Comme la moyenne. Voilà. Ok. Donc, tu as des gens qui, par exemple, ceux qui sont atteints de... Bon, moi, mon trouble en particulier, c'est ce qu'on appelle ADHD. Oui, au Oui. potentiel intellectuel. Non, là, non, ça c'est autre chose, ça c'est HPI. Et ça, souvent c'est les HPI. gens qui ont ADHD en français c'est TDAH. trouble de l'attention. Ok. Voilà, c'est TDAH en français. Mhm. Souvent les gens qui sont TDAH sont aussi HPI, Ok. ça arrive. Et c'est juste qu'en fait ton esprit est conçu différemment. Par exemple, tu as ce qu'on appelle le time blindness, c'est que je ne réalise pas en fait, je n'ai pas la bonne mesure du temps. Ok. Donc je peux faire quelque chose pendant un très longtemps. Et pour je toi, ça pense va. que ouais, je fais ça depuis 10 minutes alors que je fais ça depuis 1h30. Quoi. Hmm. Donc, oui. Et généralement, c'est des gens qui oublient beaucoup, sont très désorganisés, ont du mal à gérer leur temps. C'est des choses qui m'ont fatiguée toute ma vie, mais qui, par exemple, travaillent très bien dans le stress, sous le stress ou dans l'urgence. D'accord. Et on te fait ce diagnostic à quel âge? Ben, y a des gens qui ne l'ont jamais fait. Moi, par exemple, c'est sur Internet que j'ai commencé à avoir les trucs là, à se dire, mais en fait, genre, je vois la vidéo de quelqu'un qui explique ces situations, et c'est exactement toutes mes situations, Ok. tu vois. Et donc, finalement, je suis allée voir quelqu'un ici à Dakar, c'est une dame, elle est libanaise d'ailleurs, qui est en ville, j'ai oublié son nom, et c'est là-bas que j'ai été diagnostiquée. Mais en gros, c'est avec un questionnaire, etc. Tu as des gens qui vont jamais être diagnostiqués de leur vie parce que c'est des choses qu'on apprend aujourd'hui. C'est aujourd'hui avec Oui. les réseaux sociaux que la science se démocratise Oui. un peu. Mais sinon, on va juste dire, ah, elle est juste Apple, elle est juste tête en l'air, c'est juste, voilà. Donc, on m'a toujours catégorisé de Apple, tête en l'air. Par exemple, mon père me disait, va me ramener un couteau dans la cuisine, je vais aller dans les toilettes et revenir lui dire, qu'est-ce que tu m'as dit? Il va me dire, je t'ai dit, ramène-moi un couteau. Je repars dans la cuisine, je prends le couteau, je vais donner ça à ma mère, par exemple. Donc, c'est vraiment des choses sur des choses. Quand il explique aux gens, quand je rentre dans sa chambre, c'est tellement drôle. Il dit, moi, je rentre, je viens avec des chaussures, je les mets dehors, je rentre, je prends ces chaussures, je déplace, par exemple, un médicament, je le laisse dans les toilettes, je prends là-bas une serviette, je jette ça par terre, puis je ressors avec des chaussures de quelqu'un d'autre. Ah ouais, non, j'avoue qu'en tant que parent, tu regardes ton enfant, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est ça. Donc, on m'a toujours diagnostiqué comme la folle de la maison. Donc, c'est après que tu réalises ça. Donc, mais ça aide apparemment avec les notes, avec pas mal de choses. Mais par contre, je c'est ne peux pas marrant. parcuriser. Ah ouais? Il fallait que j'attende le matin des examens. Tu lis? Oui, et j'apprends toute la nuit. Ah. Et il me faut des systèmes pour... Même le Coran que j'apprends actuellement, Ouais. tous les jours, je dis à Oustaz, ça c'est la partie où on dit que c'est dans les coupes de gingembre qu'on boit. Je sais c'est Ça. quoi, mais j'ai oublié les mots. Toi, tu as tes trucs mémotechniques où tu te C'est souviens. ça, t'es et... obligé. Hmm. Sinon, tu oublies en fait ce que tu apprends. etc. C'est marrant que tu dises ça, parce que pour les gens qui suivent le podcast, ils sauront que je fais beaucoup ce constat avec la plupart des invités que j'ai reçus en ce moment. La plupart de mes invités te disent qu'à l'école, ils étaient perdus. Pas perdus dans le sens qu'ils ne comprenaient pas, mais c'est qu'ils ne se reconnaissaient pas dans le système. Et en fait,
c'est vrai que c'est maintenant qu'on commence à parler de ces troubles de l'attention, de haut potentiel intellectuel, de toutes ces différentes manières aujourd'hui qu'un enfant a de réfléchir. Mais nous, notre génération, et je parle encore pas qu'est-ce que ça devait être pour les générations précédentes, si tu rentrais pas dans le moule, on disait ouais, lui il est bizarre et on te mettait juste sur le côté, quoi. Oui, mais tu vas pas réussir, tu es pas outillé. Et c'est ça le problème, c'est que les gens ne sont pas outillés. C'est aujourd'hui, c'est comme l'anecdote où on te dit que si tu demandes à un éléphant, si tu juges un éléphant sur sa façon de grimper un arbre, tu vas te dire qu'il est bas toute sa vie. Oui. Et c'est exactement ça, c'est que le système déjà n'est pas fait, c'est pas un moule dans lequel tout le monde peut rentrer, que ce soit le système scolaire, le système de l'emploi de manière générale. Et c'est dommage, c'est comme ça que les choses sont faites. Aujourd'hui, c'est bien qu'il y ait, comme tu dis, autant de choses qui vont nous faire savoir que c'est peut-être dû à autre chose. Par exemple, ma nièce, qui est aussi mon homonyme, j'ai dit à sa mère, elle a les mêmes choses que moi. Ok. C'est vraiment parce que, en fait, j'entendais les gens lui dire les mêmes choses qu'on me disait. Bien sûr. Tu n'écoutes jamais. On peut jamais rien te faire faire. Tu as tout le temps la tête ailleurs, etc. Est-ce que tu m'entends quand je te parle, tu vois? Et en fait, tu réalises que la petite, c'est juste qu'en fait, elle est pas là. Oui. Tu vas lui demander de mémoriser un truc maintenant, elle te le récite. Demain, tu lui demandes, elle peut pas. Donc, heureusement, aujourd'hui, si tu sais que ça peut être autre chose, tu peux l'outiller. Oui. Tu peux l'emmener là où elle va trouver les bons outils, etc. Oui. Mais oui, je pense qu'il faut encore plus raise awareness, sensibiliser les gens par rapport à ces choses-là. Et donc, au lycée, tu t'orientes vers quel cursus? Parce qu'il y a S, L, ES. Toi, tu fais quoi? J'ai posé une autre question dangereuse, on dirait. Tu sais, quand j'ai fait D'ailleurs, je parlais de ça avec ma soeur aujourd'hui. Le BFM. Ouais. Donc, c'est après la sortie du collège. Ouais. J'étais première de mon centre. D'accord. Je suis partie dans l'école où je voulais aller, le lycée d'application. C'est du Norotal. On m'a dit, on n'a plus de place en S. J'ai dit, oui, mettez-moi en L. D'accord. Parce que je suis la personne paresseuse là qui sait que... Ok, L, ça va être tranquille. Donc, je vais là où c'est facile pour moi. Ok. Donc, je suis allée en L. Pareil, pour quand on m'a demandé quelle langue tu fais, j'ai dit, c'est quoi la plus facile? On m'a dit espagnol, j'ai dit, mettez-moi là-bas. Et mon père était fâché d'ailleurs contre moi, parce que mon père, toute sa vie, c'est l'arabe. Ouais. Il m'a dit, comment ça tu choisis espagnol? Tu me demandes pas. Mais parce que c'est plus facile, je veux de bonnes notes. Qu'est-ce que tu veux? Donc, ouais, j'ai fait L. Ouais. Quand il a fallu choisir entre L2 et L', j'ai fait L'. Ouais. Je me suis pas cassé la tête, vraiment. C'est ça, toi, tu t'es dit, bon, ok, on va au plus simple et on y va. Franchement, toute ma vie, on m'a dit partisane du moindre effort. Sauf, bien sûr, avec l'entrepreneuriat, mais Ouais. ouais, avec les études. Et est-ce que déjà, dans cette période lycée et tout, est-ce que tu commences déjà à être créative d'un point de vue tenue, vestimentaire ou pas? Créative sur plein de choses. Hein. Ouais. Déjà, j'écrivais. D'accord. D'ailleurs, je pense que les choses les plus belles que j'ai écrites, c'était quand j'étais plus jeune. Mais tu écrivais quoi? Des poèmes, Ok. des proses. J'écrivais beaucoup. Tu les as toujours? J'ai un blog, mais je ne vais pas vous dire le nom. Ah, t'avais un blog? J'avais un blog. Non, Fatima, ça en off, tu me le diras en off. On va voir. T'avais un blog J'avais un blog. où tu écrivais des poèmes? Oui, et que personne ne lisait parce que personne ne connaissait. Et d'ailleurs, j'ai perdu le premier et puis j'ai refait un deuxième. Je pense qu'il y avait que mon cousin qui savait que j'avais le blog, Ok. donc qui lisait. Faut les publier, ces poèmes. Faut les sortir. J'ai un ami jusqu'à présent, il m'appelle Pourquoi? Parce que j'avais un texte là qui s'appelait Pourquoi? Il me dit Fatima, pourquoi? Non, jusqu'à présent. C'est que ça l'a marqué, tu vois. Bon, peut-être un jour, hein, on ne sait jamais. Ou alors même ne serait-ce que reprendre et faire des nouveaux aujourd'hui avec l'âge. Ouais, ben là, justement, on travaille sur le site, donc j'imagine que c'est moi qui vais écrire les articles Ouais. du blog. Ouais. Donc tu avais un blog, tu écrivais des poèmes déjà, jeune. Oui, mais au-delà de ça, en fait, je dis souvent que j'ai plus un amour pour le textile que pour les vêtements de manière D'accord. générale, parce que ma grand-mère avait ce métier de pain tissé là. Donc elle vend le pain tissé depuis qu'elle a 17 ans, D'accord. Donc tu avais déjà quelqu'un dans ta famille qui était dans le textile. qui était dans le textile. Ok. Je suis née, je jouais autour du métier à tisser en fait, parce que c'était dans la cour actuelle où je suis en train de construire la pièce là que je montrais. Oui. Ben, c'est là-bas qu'il y avait les tisserands. D'accord. Et puis ma tante paternelle au Fouta, elle est dans la teinture. Donc D'accord. quand on partait en vacances, on faisait de la teinture, on faisait de la couture à la main, Oh, etc. ok, Voilà. ok. Donc très petite, je faisais des vêtements pour mes poupées, Ouais. donc avec du fil. Et je me battais avec ma soeur, je le dis à chaque fois, Sakina, la plus grande, qui les jetait parce qu'elle me dit, Sambaliti, tes poubelles là, tu nous fatigues, tes ordures là. Et plus tard, je dessinais Ok. et je partais chez le tailleur pour me faire faire. Plus tard, c'est vers quel âge tu dirais à peu près? Troisième, enfin
13-14 ans. Ok. Ouais. Ok. Donc, je partais avec mon croquis, avec mon bazin. Je me souviens que le premier truc qu'on m'a fait qui était réussi et qui était comme je voulais, c'était un bazin pour la tabaski. Donc, c'était une espèce de anango, ça s'appelait à l'époque, sauf que j'ai mis un coup pour homme. Donc, c'était un bazin noir. Ils m'ont fait une broderie rose, mais une broderie pour homme. D'accord. Et tout le monde me disait, mais toi, un pantalon, un bazin, tu fais un pantalon, tu gâtes le tissu, tu vois. Mais après, il y a des gens qui me disaient, ah, c'est stylé. C'est stylé, c'est joli. pas mal, ouais. Donc, après, je me souviens, c'était un autre truc avec du pain tissé. Après, je me souviens, c'était un autre design avec des tissus que ma mère m'avait offert. Donc, c'était rare, par contre, que les tailleurs réussissent ce que je voulais. Donc, je pleurais à chaque fois. Et je me souviens qu'on avait dessiné une collection de robes avec mon amie Maïmouna Samb, Mounas, donc qui jusqu'à présent est très présente dans tout ce que je fais, etc. Et ça, c'était quand on était en première. Une collection. Avec des robes, et bustier des robes, très bizarre. Après, je réalise après coup. Et donc, c'est quand je suis partie au Maroc que j'ai enfin trouvé la bonne couturière, quoi. Et Donc, c'est ça qui m'a poussée à commencer. Mais tu pars au Maroc pour tes études. Pour mes études Donc de tu as droit ton bac public. ici, Ouais. tu t'orientes vers le droit. Non, je voulais faire à la base diplomatie directement, enfin relations internationales, et je voulais aller au Canada ou en France. D'accord. Et j'avais même une préinscription pour la France, mais puis j'ai eu une bourse pour le Maroc. D'accord. Donc, comme la situation financière n'était pas top, bah, j'ai pris la bourse. C'était une double bourse de l'État D'accord. sénégalais et de l'État marocain. D'accord. Donc, je suis allée au Maroc, dans une ville perdue qui s'appelle Meknès, Ok. mais où j'ai vraiment eu beaucoup de beaux souvenirs. C'est juste à côté de Fès et de Ifrane. Ifrane, D'accord. c'est là où il y a les stations de ski, etc. Donc, il fait très froid là-bas. Et donc, j'ai fait 3 ans là-bas de droit public. Et c'est là-bas que j'ai commencé l'aventure. Donc, pendant ma 2e année. Ok. Tu commences l'aventure comment? La première année, je suis partie. Je n'avais pas de tenue traditionnelle. Et en fait, toutes mes bourses, je prenais ça pour acheter Zara et Marwa. Donc, des vêtements, parce que moi, j'aimais bien me saper. Je m'étais créé toute une nouvelle identité. Pourquoi Je tu venais dis- d'arriver. Pourquoi tu dis j'aimais bien? Tu aimes toujours bien te saper. Mais maintenant, j'avais que des abaya nakai. Oui, mais c'est pareil, c'est toujours bien sapé quand même. Maintenant, je m'habille très confortable. J'ai changé. Je m'habille avec boutonnière devant ou zip. Je m'habille fonctionnel pour allaiter. C'est différent. Donc, ouais, je pense que j'ai beaucoup changé. Ouais. Quand même. C'était différent. Je m'habillais très bling-bling, etc. C'est plus mon cas du tout. Et c'est-à-dire, j'arrive pas à t'imaginer. Et puis, j'ai eu une phase où j'étais garçon manqué. Attention. Hein. Ah ouais? Jean, basket, tout ça, oui, parce que j'avais pas d'argent. C'était plus facile. Ok. Et j'arrive pas à imaginer. Non, je te jure, j'avais tout le temps des hauts avec des capuches là. Uh-huh. Quand je suis arrivée à Seine-Rotal, j'étais une nouvelle personne, me connaissait. S'il te plaît, On savait pas Fatima. que j'étais une pleureuse. S'il te plaît, Fatima, le jour où l'épisode sort, sors-nous les throwbacks sur Instagram en story. On veut voir les throwbacks sur Si Instagram mes en amis story. voient ça, ils vont tout dire, ils vont se souvenir. J'avais un jean en particulier avec ici du bleu et du rose. Uh-huh. Le jean là, je le mettais avec des hauts bleus, des hauts roses tout le temps. Si c'est le haut bleu, c'était des baskets bleues que j'avais. Si c'était des hauts roses, c'était des... C'était quoi le nom des trucs là? Les espèces de bacanodaises là. Je vois pas de quoi tu... C'est des chaussures là. Les chaussures étaient grosses et roses. je Uh-huh. pense. C'est ce que je portais tout le temps. Ok. J'appelais ma tante, elle m'envoyait des vêtements des États-Unis et c'est ce que je portais toute l'année. Ok. C'était très facile, hein. Mais quand tu veux être plus coquette, ça coûte plus cher. Ouais. Donc, ouais. Par contre, quand je suis partie au Maroc, alhamdoulilah, j'avais l'argent parce qu'il y avait eu 2 bourses et je raquettais mes parents encore. D'accord. Donc, tu fais la première année. J'avais pas de vêtements traditionnels. Ok. Je ressemblais à tout le monde, malgré l'argent que je dépensais. J'ai dit, 2e année, je ramène mes vêtements traditionnels parce que je vais plus me retrouver dedans. D'accord. Je ramène plein de vêtements traditionnels, sauf que maintenant, c'était trop bizarre à porter dans le paysage là. Donc, j'ai modifié une première tenue, je m'en souviens. C'était une espèce de taille basse, donc haut avec un volant. Et j'en ai fait une veste D'accord. avec la dame là. Tout le monde me demandait, mais c'est joli ce que tu portes, ça vient d'où? J'ai commencé tous les soirs, c'était surtout les soirs hein, quand j'allais à l'école, à porter un nouveau truc. Et à chaque fois, la communauté afro, là, c'était « Ah, Fatima, tu es trop bien sapée, j'aime ce que tu as porté aujourd'hui, etc. » Donc, je prenais les sœurs, les pagnes, là, on les transformait en pantalons. Je me souviens que j'avais fait un sarouel, mais taille haute. Ouais. Plein de trucs qui sortaient du commun et tout le monde disait « C'est joli, je veux, c'est joli, je veux. » Moi, un soir, je me suis posée, j'ai dit « Je vais lancer mon business. » Un Ok, soir, sur comme un ça. coup de tête. Uh-huh. C'était un 24 avril. Et comme je fais toutes les choses dans l'urgence, j'ai décidé que le 5 mai, c'était l'anniversaire de ma grand-mère. Donc, 10 jours après, j'allais sortir la collection. Ah, t'as pas dit je vais sortir une tenue, t'as dit je vais sortir une collection. D'accord. Et puis, j'ai écrit à ma mère un long mail. Je lui ai dit, je vais créer une émission, je vais un centre commercial, on va vendre des chaussures, on va faire un truc d'échange de vêtements. Bref, c'était tout un concept. Il faut que je retrouve le mail là. C'est ça que j'étais. J'espère que tu as toujours ce mail-là. Je pense que si je me connecte sur l'adresse email de ma mère, je vais trouver. Mais j'ai perdu l'accès à l'ancien Uh-huh. mail là. Parce que ce mail-là,
Wallah, Dieu va faire que tu auras ton centre commercial et il faudra que tu l'imprimes, tu l'encadres et tu le mettes dans l'entrée du centre commercial. Et donc, ma mère, optimiste hein, comme moi, c'est vraiment une grande rêveuse. C'était une grande rêveuse qui me dit ouais, mais ce que tu prévois comme argent, là, c'est trop petit. Il faut chercher 10 millions. Miaou. Je dis, OK. C'est bien parce qu'elle t'a pas dit non. Non, au contraire. Elle t'a dit, était OK, toute excitée. Elle m'a dit mais non, si tu ce veux que faire- tu demandes d'argent, là, c'est trop petit. Et ce que je lui disais à chaque fois, c'est que le problème, c'est que tu m'as jamais prêté d'argent. Elle m'a dit cherche 10 millions, mais c'est pas chez elle. Elle a pas dit chercher 10 millions. Donc, c'est comme ça que je me suis lancée. OK. Donc, j'ai pris ma bourse. Donc, tu as 10 jours pour préparer une collection. J'ai pris ma bourse. Et si tu vois la collection là, Olivier, Non, mais c'est la première, c'est normal. les vêtements arrivaient là. Waouh! Waouh! Ah bon, là, ouais, je m'attendais pas. Olivier, il n'y avait pas de manches, il y avait très peu de manches. Uh-huh. Les vêtements étaient colorés. Il y a une amie jusqu'à présent, elle me dit Fatima, Toulaye. D'ailleurs, c'est la tourneau du vêtement qui s'appelle Toulaye qui est un de nos best-sellers. Elle me dit Fatima, toi, vraiment, je t'aimais beaucoup. Pour avoir acheté ton vêtement là, je t'aimais beaucoup. Et il n'y a pas qu'elle, franchement. Donc, aujourd'hui, si je revois les choses que je faisais autant, bah, c'était des choses d'étudiante, c'est normal. Oui. Mais subhanallah, quoi. Genre mini-jupe. Des petits bustiers, c'était tout le temps des bustiers. Uh-huh. Moi, je ne sais pas ce que j'avais avec des bustiers. Uh-huh. Je faisais que des bustiers. Uh-huh. Et je me souviens que ma première grosse commande, c'était ma sœur et ses amis qui étaient à Grenoble, ma grande sœur Sakina. Et ils avaient un événement qui s'appelait Grand Sud. Donc, Ok. c'est une espèce de bal d'étudiantes, là. Elles m'ont commandé des grandes robes d'Essan. J'ai fait les robes, on a envoyé en France. J'étais fière de Mashallah. moi. Mais Uh-huh. si je revois les robes, là. Je me dis, alhamdoulilah, comment on dit en Wolof, Mujibura fait Mojaranian, ça veut dire il faut juste souhaiter une bonne fin. Ouais. Le reste, là, c'est pas grave. Toute l'histoire derrière, là. Donc, tu as tes 10 jours, tu fais ta collection. Avec t'as une tailleur, c'est ça que tu disais? Oui, il s'appelait Maria Daoudi. Il faut que je retourne à Meknès juste pour elle, d'ailleurs. Donc, c'est elle qui m'a appris à coudre un peu, Ok. c'est elle qui m'avait prêté sa machine que j'avais chez moi, etc. Et qui m'avait vraiment adoptée comme sa fille, quoi. J'étais tout le temps chez elle. Et tu fais combien de pièces? C'était 8 pièces, je pense. Et j'ai pris mes copines étudiantes. On est parti dans un studio marocain. Il a fait photo bonne, des photos tellement moches, Olivier. Et Oh, l'entrepreneuriat! Et j'ai L'entrepreneuriat! posté sur Facebook. Bah oui, toi, t'étais fière. Je te jure. Bien sûr. Et moi, par contre, même autant, je savais que les photos n'étaient pas bonnes, par contre. Hein. Mais le souci, c'est que j'avais que ça. Ouais. Et je me souviens que jusqu'à présent, quand tu tapes Sofatou là, sur Twitter, il y a un compte où c'est Sofatou collé et il y a un autre compte avec un underscore. Le compte avec underscore, c'est le deuxième. Le premier, j'ai tout fait pour le supprimer. Il est pas passé. Si tu vois la photo de profil juste du compte, comment ça s'appelle, le logo, à quoi ça ressemblait avec la couronne par-dessus. Et Allah, Ah, il y avait une couronne comme ça par-dessus. jusqu'à présent, j'ai honte de la faire là. Machallah. C'est là-bas sur Twitter, ça part pas. Non, mais toi aussi, en plus, là, t'as donné le Twitter. Là, tout le monde va y aller. Ouais, non, c'est chaud. Mais il faut commencer quelque part. Alhamdulillah. Et Et surtout, il faut continuer une fois C'est qu'on ça. commence. Et t'as lancé. Tu t'es dit, j'ai 10 jours, je lance. J'ai lancé d'autres choses. Et alhamdulillah, j'ai pu profiter des événements d'étudiants qu'il y avait. Oui. J'ai fait des défilés. Je faisais défiler les étudiants. Je faisais des défilés à Casa, Rabat, Agadir. Donc vraiment, la communauté là-bas connaissait. Mes amis, parce que moi, j'ai toujours été très Facebook très tôt. Donc les réseaux sociaux, je les ai utilisés à fond. Facebook, Twitter. Et c'est vraiment ça qui a lancé la marque. Mais tu fais défiler donc ces 8 pièces que tu crées, c'est ça? Non, là, c'est une autre collection. Le défilé, c'était une vingtaine de pièces. Hein. Ah, d'accord. Donc, attends. Parce que tu disais, donc la deuxième année, tu décides, tu lances. Tu fais 8 pièces. Je lance sur Facebook après. Tu lances sur Facebook. Tu vends déjà des pièces? Très peu, Oui. mais vraiment à mes amis Ouais. de là-bas. Donc, mes amis avec qui j'ai fait, ou avec qui j'étais à l'université. Papa Assak Ibrahim Awasfik, c'est le premier à avoir acheté une chemise pour homme, parce que les chemises pour homme, même, c'est l'année d'après. Mes amis directs, quoi. Mati, Nilan, Memouna, avec qui j'habitais. Et ensuite, mes amis qui étaient en France. D'accord. Donc, qui ont commandé aussi pour me soutenir. Ouais. Et puis, quand je suis rentrée à Dakar aussi, j'allais chez des tailleurs, je faisais des choses. D'accord. Je faisais poser les gens de Dakar. Ok. Donc voilà, j'ai continué comme ça à faire. Ça rentrait un peu d'argent. Et après, je reprenais. Après, je prenais ma bourse, je mettais dedans. Je prenais l'argent du loyer, je mettais dedans. Ah ouais. Oui, j'ai fait des folies. Et je me souviens que la première année, donc c'était ma deuxième année. Donc la première année, c'est au Fatou 2012. Je révisais plus, bien entendu. Je partais en cours, puis je revenais, je jetais les cahiers, j'étais chez les tailleurs jusqu'à 3h du Ok, matin. donc ça y est, t'étais piqué. Ok. Donc, la première année, j'étais majeure de ma promo. La deuxième année, j'ai eu 11 de moyenne. Ma grand-mère m'a appelée. Elle m'a dit, je sais que tu as donné mon nom et tout, je t'aime beaucoup, mais c'est les études d'abord.
Elle m'a dit, sinon, tu arrêtes ton truc là. Je dis, ok, maman, ok. Non, mais moi, c'est elle qui payait mes profs parce que malgré le fait que moi, j'étais plutôt bien à l'école déjà, elle me faisait faire par force des cours Supplémentaires. Des cours à domicile. Pendant les vacances, c'était cours de vacances obligés. Donc, c'est une éducatrice. Elle était la directrice de l'école des... Comment ça s'appelle? Des secrétaires. D'accord. Ensuite, elle était la directrice de l'école de mon grand-père. Donc, c'est vraiment quelqu'un... L'éducation, c'est la première chose. Oui, puis dans ton entourage, entre ton papa, ta maman, ta grand-mère, c'est l'éducation, c'est prioritaire. Donc, je suis partie là-bas, là. Quand elle a vu les notes là, elle m'a dit, ah non. Donc, on arrête. Je dis, non, t'inquiète, je vais avoir de bonnes notes. Donc, j'ai commencé à essayer de balancer un peu. Mais donc je suis restée jusqu'à ma 3e année à Meknès. D'accord. Ensuite, j'avais le choix d'aller facilement en France. Mais je ne voulais pas partir. Parce que maintenant, j'avais un business. Je savais que si je partais en France, c'était mort. Alors que ça commençait à faire un peu plus de ventes. Les gens commençaient à bien connaître. Et surtout à connaître à Dakar. Désolée. Le business. Non, ce n'est pas le business. Hein. C'est l'alarme pour aller récupérer mon fils. Sauf que, heureusement, aujourd'hui, là... La vie de maman entrepreneur, c'est tout le temps, non-stop. Je te jure. Et si tu ne mets pas les alarmes, tu oublies. Oh, t'inquiète, j'en ai plein d'alarmes aussi. Imagine, tu oublies ton fils. Le jour où ils m'ont appelé 19h, ils m'ont dit, mais madame, personne n'est venu chercher le petit. J'ai dit... Non, t'inquiète, on a tous des alarmes. Tous. Mais donc, tu disais... Et moi, ce que je veux savoir, c'est parce que tu dis, donc, au bout des 2 ans de Sofatou, tu as une possibilité de partir en France, mais toi, tu te dis, non, je ne vais pas partir. Au bout des 2 ans de Sofatou, tu génères déjà du profit? Un peu. Un peu, ok. Un peu, vraiment un peu. Et je pense que j'ai fait le bon choix de rester. Parce que je suis restée à ce moment-là. De rester au Maroc? Au Maroc. Ok. J'ai changé de ville, je suis allée à Rabat. D'accord. Et j'ai trouvé un tailleur qui était sénégalais. D'accord. Donc, qui habitait dans la ville juste à côté, Kenitra. C'est genre 30 minutes en train. Le gars, là, combien de fois j'ai dormi chez lui? Il s'appelle Ibrahim Ndoye. Je ne sais même pas combien de fois j'ai dormi chez le gars. Donc, parce qu'il me faisait des tenues. Et j'avais plus de commandes de la France. D'accord. Il fallait que j'envoie. Et que j'envoie avec... parce que tu avais des GP, mais par bus. D'accord. Donc, qui quittent le Maroc pour aller en France. Et le colis fait 3 jours en route. Donc là, ça commence à générer. En plus de ça, j'avais un travail. Donc ça, c'était ma dernière année. J'ai fait 2 ans à Rabat. Donc, j'ai fait relations internationales. Et même, j'avais l'occasion d'aller à Casa, où je suis sortie aussi première d'un concours pour faire communication politique. D'accord. Et je ne suis pas partie parce que j'avais déjà trouvé le tailleur à Rabat. Je suis restée à Casa. Je reste à Rabat. Ta maman, tu m'as dit, elle t'encourage. Mais ton papa, lui, il sait que tu es dans ça, il sait que... Oui, il savait, mais je me cachais de lui. Ok. Parce que s'il voyait ce que je faisais là, s'il voyait les vêtements là... Oui, c'est vrai. Déjà, il y avait la coupe des vêtements et tout. Mais moi, c'était plus sur le côté, tu sais, de se dire à un moment, bon, j'arrête un peu les études là, ou je calme les études, ou je suis peu concentré dans les études parce que je fais ça. Moi, c'est plus le côté... On n'était pas très amis à l'époque. Ouais, t'as dit, c'est récemment. Ouais, ok. Il ne savait pas trop ce que je faisais. D'accord. Il savait juste que j'étudiais, que je revenais, que j'avais lancé une marque et il me disait que c'est bien. C'est bien, mais concentre-toi sur l'école. Oui, et non, par contre, lui, il n'est pas très école. Ok. Mon père, ce qu'il me dit tout le temps, c'est que les études, c'est ton plan B. D'accord. Ton plan A, c'est le don que Dieu t'a donné. D'accord. Donc, si tu veux, tu peux vivre de ton plan A. C'est très beau, ça. Tu utilises ça. Et si ça ne marche pas, bah, au moins, tu as les études, ça te donne une autre... Excuse-moi. Ouais. Je suis obligé de pull-up. Je suis obligé. Parce que tu pull-up pour l'imam, hein? je digère la phrase que tu viens de dire. Ton plan B, c'est les études. Ton plan A, c'est le don que Dieu t'a donné. C'est magnifique comme phrase. Ouais, donc, c'est juste qu'il ne savait pas ce que je faisais comme vêtements, par contre. Et le jour où j'ai vu sa demande d'ajout sur Facebook, j'ai dit quoi? Je l'ai bloqué vite. J'ai dit, mais jamais. Il ne peut pas voir ça. Jamais de la vie. Donc, je pense que jusqu'à aujourd'hui, je fais des cauchemars où, genre, je croise mon père. Voilà, ce que je te dis là, c'est quelque chose de très privé. Mais c'est vrai, où je croise mon père et je suis habillée avec une robe courte et je suis obligée de passer par là. Tu demandes à mes amis d'avant là. Ils venaient me chercher, je sortais emmaillotée. Après, j'enlevais les affaires. Non, laisse tomber. Incroyable. C'est même interdit en islam de raconter ses péchés, mais je le dis parce que c'est... Que Dieu nous pardonne. Voilà, que Dieu nous pardonne. Non, alhamdoulilah. Mais moi, ça m'a traumatisée, je te jure, mon passé que j'ai eu à me cacher là. Parce que vraiment, je me cachais de mon père. Oui. Et donc, et je me souviens, le jour où je suis venue dire, papa, tu sais, j'ai fait plein de choses dont tu n'aurais pas été faire. Il m'a dit, ne me raconte rien. Je t'ai pardonné tout. L'essentiel, c'est que tu as changé. Je ne veux pas savoir. Je dis, OK.
Ouais, franchement, c'est extraordinaire. C'est ça, parce que je pense qu'aujourd'hui, il peut pas t'en vouloir parce qu'il sait qu'il a fait son rôle de père en te donnant les bases, en te donnant tout ce qu'il faut, tout ce qu'il peut te donner. Ouais. Il sait que forcément, tu es une jeune fille qui doit vivre avec son temps. Donc, tu as cette dualité de... Surtout, nous, on est les premiers à avoir les réseaux sociaux, on est les premiers à avoir tous ces trucs-là, Ouais. où finalement, tu as plus d'exposition au monde. Et donc, c'est difficile. Mais, machallah, je pense que quand il voit Ouais, mais maintenant, il est fier. la femme que tu es alhamdoulilah. devenue, la maman que tu es devenue, il s'est dit qu'il n'a pas fait tout ça pour rien. Tu vois, et je pense qu'aujourd'hui, comme on disait tout à l'heure, toi aussi, tu comprends pourquoi il a fait tous ces trucs-là à ce moment-là. Mais pour que tu en fasses des cauchemars, c'est ça devait être un truc de... Non. Imagine, pendant des années, tu te caches. Oui, C'est comme si tu oui. as une double vie. Oui, en fait. effectivement. Mais ouais, et aujourd'hui, alhamdoulilah, et je pense que c'est quelque chose dont il est très fier parce que tous ses amis, pratiquement, ont forcé leurs enfants très tôt à se voiler. Parce qu'ils sont tous des islamistes, mais voilà. Sauf lui. OK. Il nous a emmenés à l'école laïque. Il nous a jamais forcé à nous voiler. Tout ce qu'il nous disait, c'était mettez un foulard par contre sur la tête. Je veux pas qu'on voit vos cheveux, mais je vous oblige pas à mettre le voile. D'accord. Et on s'est voilé à des moments différents de nos vies et vraiment de notre propre Par voie. conviction. Voilà. Ma petite sœur d'abord, alors que c'était la plus disjonctée de nous. Ma grande sœur ensuite et moi en dernier. OK. Donc, moi, c'est après que j'ai fait le Hajj. Uh-huh. D'ailleurs, ça, c'est une autre anecdote. C'est que j'ai gagné le Hajj. Waouh. Ouais. Machallah. Mais c'est la seule chose que j'ai gagnée de ma vie. Hein. Machallah. Mais quelle chose. Quelle chose. quand Quelle même. chose. Quelle chose incroyable. Voilà, si on peut gagner qu'une seule chose dans sa vie, franchement, si c'est ça. Moi, je jouais pour un iPhone 7. J'ai gagné le Hajj. Voilà. Il est venu, il nous a dit, il y a un concours de la Ligue islamique. Vous pouvez gagner le Hajj, mais vous pouvez aussi gagner des iPhones. J'ai joué une fois. T'as dit, je veux l'iPhone. Je voulais l'iPhone. Dieu t'a regardé. Ah, elle mais dit, j'ai joué une fois. J'ai dit non, je ne vais pas l'avoir. Et puis, c'était 1 an après le décès de mon petit frère. Donc, j'étais mal. J'étais Ouais. pas bien à la période-là. Vraiment, j'ai eu du mal à faire mon deuil. Et quand j'ai vu le tweet, sur Twitter en plus, hein, le tweet qui dit « Gagnant premier prix, Zahra Saïd ». J'ai dit quoi? Moi, je voulais l'iPhone. Non, non, bien sûr que je voulais plus de Hajj que l'iPhone. Donc, je suis partie avec ma mère au Hajj. C'était une Machallah, très belle expérience. L'année d'après. Ouais. Donc, je pense que oui, alhamdoulilah. Tu vois, c'est ça mon problème avec mon truc là. Je suis perdue, je sais plus. Non, qu'est-ce que non, je- on était au Maroc, donc tu disais que Ah. tu es parti donc à Casa, Je suis partie à Rabat. à Rabat, pardon, que tu avais une Parti à opportunité Rabat. à Casa, Ouais. finalement que tu n'as pas saisi, cette Je suis pas opportunité à saisie. Casa. Je suis restée à Donc tu es à Rabat, tu fais combien de temps à Rabat? Je fais 2 ans à Rabat. Ouais, La deuxième année, j'ai fini donc mon master Ouais. en relations internationales. Ouais. Et du coup, je trouve un travail dans un cabinet d'avocats. En fait, j'étais plus dans de la recherche juridique. Et le propriétaire du cabinet d'avocats, c'est l'actuel Premier ministre d'ailleurs du Maroc. d'accord. Et qui était autant... Bonjour monsieur, si vous regardez l'épisode. Abdelatif Wahbi il s'appelle, et qui était autant président de la Chambre des représentants, donc de l'Assemblée nationale. Et il travaillait sur un sujet, donc je faisais de la recherche juridique dans le cabinet. Et donc j'avais mon salaire, Oui. les 2 bourses qui devaient finir l'année-là, Oui. et l'argent de ma mère. Mhm. Et donc je faisais plein de choses pour son D'accord. fait. Et je me souviens qu'il y a aussi une personne, un ami qui s'appelle Ben, qui avait demandé à sa sœur de nous prêter de l'argent. Et d'ailleurs, j'ai essayé de le retrouver ensuite sur Facebook pour lui redonner justement de l'argent parce qu'elle avait elle avait donné de l'argent pour qu'on fasse des vêtements et les vêtements n'ont pas marché. Ok. Donc à cette période-là, c'était un flop. Je pense que c'était quand j'étais en 3e année, quelque chose comme ça. Et donc, il y avait ces petites personnes, il y avait ces petits, des personnes qui y croyaient, qui venaient, qui essayaient d'aider. Mon cousin, quand je suis rentrée à Dakar, Babacar Sy, qui m'a dit, je lui ai dit, bon, je vais travailler parce que vraiment, l'affaire là ne marche pas trop fort actuellement. Et qui m'a dit, non, pas moyen, je te donne de l'argent. Donc attends, donc tu quittes le Maroc, Je rentre définitivement, à Dakar, oui, tu rentres à Dakar. avec mon diplôme, mais le business ne marche plus. D'accord. Mais quand tu rentres à Dakar, ton optique première, c'est de développer la marque ou ton optique première, c'est je vais trouver un boulot et je vais faire la marque à côté? Non, c'est de développer de la marque D'accord. plutôt. Et ma mère, autant était députée à l'Assemblée nationale. D'accord. Et elle m'a prise comme assistante parlementaire parce que c'était du droit public et je m'y connaissais vraiment Oui, bien. tu avais ta formation dedans. Voilà, exactement. Et par contre, que Dieu me pardonne. Je ne partais que quand c'était des séminaires dans des grands hôtels où il y avait de la bonne bouffe. Sinon, quand elle venait me donner un document, je lui disais, maman, ça, c'est trop long. J'ai des commandes, je ne peux pas gérer ça. Donc, ouais, je l'ai vraiment utilisé.
Et donc, j'ai fait 1 an dans ça. Ouais. Je partais en ville quand je voulais, mais surtout, le matin, je pars avec elle. Ouais, On la dépose à l'Assemblée et moi, je vais chez mes tailleurs à Sandaga. d'accord. Mais tu dis que tu as un ami, Mon cousin. ton cousin. Ouais, donc à cette période, après, à un moment donné, je lui dis, écoute, ça va plus, ce que je fais là actuellement. Je pense que je vais trouver du travail. Et qui me dit non, tu vas pas travailler. Quand tu dis ça va plus, parce que comme tu dis, tu as le travail avec ta mère. Tu continues sauf à tout. Elle me paye très À peu, côté. ma mère. Elle me Ok. paye 100 000. Ok. Donc, tu as payé 100 000, tu as le travail avec ta mère. Oui. Tu continues à essayer de développer ta marque à côté. Oui, Mais donc, à un moment, tu te dis, OK, bon, là, j'ai besoin de plus. j'ai besoin de plus, il faut que je trouve un vrai travail. Exactement. Et Qui me dit non. tu t'apprêtes à arrêter Oui. Sofatou. Ouais. Et Babi me dit non. Après quoi? Donc, tu as 4 ans de Sofatou? J'ai 4 ans de Sofatou. C'est en 2016. OK. Et Babi me dit non, tu vas pas arrêter. Donc, il me donne de l'argent. Machallah. Et je pense que c'est l'année-là que j'ai fait ma première Fashion Week. Wow. Donc, C'est important d'avoir un support system. c'est mon cousin Germain. Non, pas Germain. C'est sa sœur qui est la cousine, sa mère qui est la cousine germaine de ma mère. Et jusqu'à aujourd'hui, je veux dire, c'est lui qui est en train de faire. Il va me dire que je l'ai dénoncé devant tout le monde, mon site internet. Non, mais je te dénonce pas, j'en parle comme ça. Bref. Et c'est vraiment le frère, tu vois, c'est mon frère, quoi, tu vois. Et il n'y a pas que lui, hein, j'en ai d'autres. Et c'est vraiment les personnes qui sont là depuis le début, qui me poussent à chaque fois, mes amis, mes sœurs. Et c'est pour ça que je dis tout le temps que moi, je ne suis pas self-made, je suis everybody made. C'est beaucoup de personnes qui ont contribué au succès de la marque, mais de tout ce que je fais, pas que la marque. Hein. Quand j'ai fait Arca, c'était la même chose. Quand j'ai fait Doina contre les violences faites aux femmes, c'était la même chose. Donc, j'ai cette chance-là d'être bien entourée. Et je pense que c'est un facteur de réussite. En fait. Ouais. Et puis, de toute façon, je pense que quand tu fais quelque chose de bien, qui véhicule des bonnes valeurs, les gens sont toujours enclins à te pousser ou à t'encourager. Ce que tu me dis, ça me fait penser à la discussion que j'ai eue avec l'iPro, où lui aussi est arrivé à un moment où il pensait arrêter la photographie parce qu'on lui vole son matériel et qu'il se dit j'ai pas l'argent pour réinvestir du matériel et j'arrête. Et que tu as une cousine qui est en France qui lui dit que mais ce que tu fais, c'est pas que pour toi, c'est pour tous les gens qui aiment le Sénégal, qui ont envie de voir le Sénégal et qui lui rachètent un boîtier d'appareil photo, tu vois. Et pour moi, c'est là où ton parcours finalement rejoint le sien parce que finalement, ce que toi tu penses que tu fais pour toi, finalement a plus d'impact chez les autres et les autres sont prêts. Ouais, et les autres sont prêts à investir dedans, même sans que tu leur demandes. Tu vois, et c'est là où pour moi tu te dis que ok, là il y a quelque chose que je fais qui. Non, et puis des gens qui t'écrivent, qui te connaissent pas, que tu ne connais pas et qui te disent comment est-ce que tu fais les touches, comment est-ce que tu as dit tel ou tel jour les a impactés, etc. Donc, pour moi, en fait, on est tous des vaisseaux un peu de Dieu, un peu de ce qu'il veut transmettre à d'autres humains. Mon père, il me disait souvent que même par rapport au risque, même par rapport à l'argent, Dieu, il te donne ça pour que tu sois la personne qui transmette à quelqu'un d'autre. Et que si tu ne transmets pas, il donne à quelqu'un d'autre qui va transmettre. D'accord. Donc, que ce qui est dans ta main, il faut toujours que ça parte pour que quelque chose d'autre vienne. Donc, je pense que c'est la même chose avec ce qu'on sait faire, c'est la même chose avec notre énergie, c'est la même chose avec l'amour qu'on a dans notre cœur. On est censé donner, en fait. Personne n'est censé juste garder ce qu'on a pour soi. Tu le gardes jusqu'à quand? C'est comme disait ma mère, c'est que ce que tu donnes, c'est ce qui t'appartient vraiment. Parce que c'est ça que tu vas retrouver dans ta tombe, c'est ça que tu vas retrouver dans l'au-delà. Tout ce que tu laisses ici, ça, c'est ton héritage. C'est tes enfants qui vont prendre, c'est des gens à qui tu as laissé, etc. Mais ce que tu donnes réellement, que ce soit ton temps, ton énergie, ton amour, ton argent, c'est ça qui est vraiment à toi parce que c'est ça qui va te revenir. C'est ça qui t'est compté. Donc, ouais, je pense que j'ai beaucoup reçu. Énormément. Que ce soit, comme je te dis, en temps, en énergie, en argent, en amour, en support, en personnes qui vont être mes ambassadeurs, aller bien parler de moi, me recommander, etc., là où je ne suis pas. C'est ça qui m'a fait, en fait. C'est ça qui m'a fait. Et donc ce cousin te dit de pas laisser tomber. Il te dit ok, je te supporte. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je prends son argent, j'achète des tissus, je fais une nouvelle collection. Et si je ne me trompe, c'était la collection L'amour. On est en 2016, hein, c'est ça? C'est de 2016 vers 2017. Ok. En plus 2017. Et donc, c'est cette collection que je présente à la Fashion Week. Ok. Et c'est cette collection que j'utilise pour faire un premier photoshoot avec des influenceurs. À l'époque, c'était même pas quelque chose que les gens faisaient. Et qui lance vraiment Sofatou au Sénégal.
Tu as une équipe de combien de personnes à cette période-là? Moi. C'est ça? Tu es toute seule? Ouais. Tu gères tout? Tout. Tu as quoi? Un tailleur? Non, je sous-traitais. Ouais. Donc, les tailleurs, je partais là où il y a... Oups, désolé. Non, Donc, t'inquiète. Il y avait un atelier... Donc, c'est un endroit qui s'appelle Galerie Païenne. Ok. C'est en ville, sur la rue de Chong. Ils sont presque une centaine de tailleurs là-bas. Donc, tu viens, tu fais faire ce que tu veux. Et sauf que moi, j'étais une habituée. Je venais là-bas du matin au soir, du soir au matin. Je passais la nuit. Je restais jusqu'au matin pour rentrer. Après, voilà. Donc, je suis restée là-bas. J'ai travaillé avec eux à partir du moment où je venais en vacances. Et quand je suis rentrée à Dakar, j'y allais tous les jours. D'accord. Donc, j'avais mes tailleurs habituels qui bossaient pour moi. Donc là, je lance la collection et c'est un succès. Ça s'appelait L'Amou. Donc, c'est le terme pour dire royauté en poulard. Mhm. Et c'était une trilogie. Donc, c'est sur 3 volets, la collection. Et donc, c'est la collection qui a fait la Fashion Week. C'est la collection ensuite où il y avait les Canabas, Doudou fait des vidéos et tout ce qui ont posé. Canabas faisait d'ailleurs un clip qu'on a tourné chez ma tante, chez Babi, mon cousin. Ok. Et ça a tellement marché. J'ai eu des commandes de partout. Avant ce moment-là, Oui. tu dirais que tu es à combien de commandes, on va dire, par mois avant ce moment-là? Je peux dire, allez, une quinzaine, une vingtaine. Ok. Mais malgré que tu aies une quinzaine, vingtaine de commandes, tu décides que tu veux arrêter à ce moment-là. Donc, Oui, ça et marchait pas. après ce moment-là, tu dirais que ça, tu sens, c'est quoi l'impact de ce moment-là? Ben, l'impact, c'est que je me souviens que en 2000, c'était 2018, donc l'année d'après le lancement de la collection. C'est en 2018 que j'ai fait le Yali, exactement. Non, j'ai fait le Yali en 2019. Donc, c'est en 2019 que je me souviens que j'ai eu, 6 millions, je pense, à la Tabaski. Ok. Et pour moi, c'était énormément. 6 millions de d'argent. chiffre d'affaires. Oui, de chiffre Ok. d'affaires sur un mois, Ouais. donc sur le mois de la Tabaski. Et j'ai dit à ma soeur, genre, je ne sais pas quoi faire de l'argent là, tu vois. Genre, tellement, en fait, dans ma tête, c'était beaucoup. C'était en 2019, j'avais je suis née en 93, je ne sais pas calculer, 26 ans. Oui, je suis nulle à être chiffres. Je n'étais pas mariée, pas de gosse, rien, tu vois. Donc, c'est vraiment 2018-2019 que les trucs ont vraiment commencé à très bien marcher. D'accord. Donc, la marque commence à se faire connaître. Les stars adoptent la marque, tu vois, et vraiment spontanément. Je pense que la seule personne que j'ai démarchée, c'est Fada Freddy de Daraji. D'accord. Et en fait, je l'ai croisé, il m'a dit, mais tu es trop stylé, toi. C'était le problème. Il m'a dit, mais tu es trop bien habillée. Je lui ai dit, c'est moi qui fais, viens, je te fais. Comme ça, en plus, tellement timidement, parce que j'étais tellement fan de lui. Donc, il était avec Ndongo, et comme ça, ils sont devenus mes frères. Mais sinon, vraiment, toutes les personnes qui sont venues vers nous, comme je dis, Qadarallah, c'est Dieu qui les a envoyés vers nous. C'est eux qui nous ont écrit. Jusqu'à Abdou Diallo, c'est lui qui nous a écrit sur Instagram. Bonjour, j'aime beaucoup votre marque, j'aimerais bosser avec vous. Omar Sy, la même chose. Donc, c'est vraiment ces personnes qui nous ont écrit pour nous dire on aime ce que vous faites. Et pour moi, à chaque fois, c'était vraiment une célébration un peu du chemin qui a été parcouru. Bien sûr. Donc, ouais, à ce moment-là, donc 2018, Oui. la marque commence à bien marcher. Mais j'ai un ami, justement, qui me propose une opportunité que je ne voulais pas refuser. Professionnelle. Oui. Ok. De travailler au ministère pour sa mère qui venait d'être ministre D'accord. de la femme. Donc, je suis partie. 1 an très saf. Ok. Donc, tu acceptes quand même l'opportunité, tu fais 1 an là-bas. J'accepte. D'accord. J'accepte. Parce que c'était sur le chemin d'aller vers les tailleurs. Ensuite, je me disais que le travail ne serait pas prenant et je voulais vraiment exploré un peu plus cette piste. Et surtout, ma mère me poussait vers ça. Parce que autant au début, c'est elle qui me soutenait, autant à ce moment-là, elle a commencé à paniquer pour dire tu as fait des études et maintenant tu as laissé ça pour faire quelque chose qui n'est pas très safe. Bien sûr. Surtout que, comme on l'a dit depuis le début, tu as des parents qui sont scientifiques, qui sont assez rationnels, je vais dire tout. Donc, forcément, c'est plus safe de choisir le parcours où tu as eu un diplôme, le parcours où tu as un salaire tous les mois et tout, que de te lancer dans l'entrepreneuriat. Un parcours très doyard. Très compliqué. Non, l'affaire là. Donc, ta mère essaie de te pousser à... Vas-y. Elle appelle même ma oustaza pour lui dire il faut venir parler à Fatima. Donc, à ce moment-là, j'accepte le travail là. Ouais. C'était plus pour la rassurer. C'était une belle expérience humainement. C'est ce qui m'a permis de découvrir plein de zones du pays, d'aller à Touba, de la Tiwawan, etc. Parce que bien sûr, le ministre partait un peu partout. De réaliser aussi ce que vivaient les femmes. Oui. Donc, c'est vraiment là, c'est ce qui m'avait inspiré à faire Doina. Donc, c'était un mouvement contre les violences faites aux femmes. Et parce que mon passage au ministère m'a fait réaliser que c'était vraiment la chose qui était la moins prise en charge. Ils investissaient beaucoup dans l'autonomisation, pas assez dans les législations, pas assez dans justement la protection des femmes, etc.
Et surtout, comment gérer les victimes des violences faites aux femmes. Donc, je suis rentrée dans de la sensibilisation, j'ai bossé avec une femme dessus, etc. Mais pour moi, c'était toujours qu'il fallait utiliser la mode comme vecteur. D'accord. Parce que c'est ce qui m'avait permis d'avoir une communauté, Oui. d'être connue, etc. Oui. Donc, à ce moment-là, la marque continue de marcher, alhamdoulilah. Et franchement, de 2018, il faut être transparent. À juin 2023, Uh-huh. période des émeutes, Uh-huh. début du déclin de la crise financière sénégalaise, tout allait bien. Ouais. tu Alhamdoulilah. sentais que tu étais en croissance. C'est pas, je sentais, j'étais en Tu étais en croissance. croissance. Je faisais 100% de croissance d'année en année. J'ai fait 110% de 2020 Malgré à le Covid 2021. aussi? Surtout avec le Covid. Ah ouais? Avec le Covid, on a explosé. Avec le Ah Covid. ouais? Mais oui. Bah, tu vois, c'est marrant parce que j'aurais pensé que ça serait une période de pause parce que vu que les gens sortaient pas, les gens bougeaient pas. Les gens étaient collés à leur téléphone. Ouais. Ils avaient envie de vivre Ouais. et ils vivaient à travers le téléphone. Ouais. Moi, comme je sais très bien avec les réseaux sociaux, tous les jours, comme la boutique était chez mon père, Oui. je ne sortais pas. Oui. J'étais mariée, mais mon mari était en France. Ouais. Donc, tous les jours, les gens ne pouvaient pas aller travailler. Moi, ma boutique était chez moi. Ouais. Donc, je descends, j'ai libéré tout le personnel, par contre. À l'atelier, ils avaient pris des mesures. Donc, c'était la moitié de l'équipe qui travaillait à tour de rôle, etc. Je venais tous les jours. Et d'ailleurs, la boutique chez mon père, qui a été ouverte en 2020, fin 2019, c'est mon père qui m'a prêté l'argent pour le faire. Ok. Et je l'ai remboursé dans l'année du Covid. Ok. Entièrement. Ok. Pour te dire à quel point ça marche. Ok. Donc, c'est là qu'on a fait de la co-création, une collection avec nos followers qui a été co-créée. On a fait plein de choses pendant le Covid. Et comme les gens, justement, ils ne pouvaient plus rien importer de l'extérieur, ils étaient obligés de consommer local. Et les gens voulaient se faire plaisir. Ils voulaient voir autre chose, ils voulaient faire autre chose. Franchement, on a explosé pendant le Covid. Ok, c'est marrant parce que tu vois, il y a plein de gens qui disent que le Covid, c'était une Les période. a tués. Mais tout- c'est maintenant qu'on ressent les effets du Covid. Je ne sais pas si c'est le Covid, je ne sais pas si c'est la crise Russie, etc., si c'est la guerre de là-bas, là, de la Palestine. Ah ouais. Mais frère, Non, je pense que bon, on va y venir, mais je pense qu'on est dans une période où effectivement il y a un changement de gouvernement, il y a un changement de beaucoup de choses, donc les gens sont en train de regarder, on le voit que l'économie est un petit peu en pause pour tout le monde actuellement, et c'est vraiment tous les secteurs qui sont touchés. Donc, c'est la crise. ouais, c'est vrai qu'on est en stand-by pour le moment, mais Inch'Allah, ça va repartir. Viendra. Ça va repartir. Oui. Et tu dirais que c'est quoi qui fait la touche Sofatou? C'est quoi le truc qui fait que tu as amené quelque chose qui a changé? Est-ce que tu arrives à mettre des mots dessus? À savoir comprendre? Je pense que c'est l'esprit derrière. Ouais. Parce que j'ai fait des choses très différentes au fil du temps. Et les gens ont aimé parce que je pense que c'est des choses que j'ai faites avec le cœur. Et surtout, il y a cet esprit de partage toujours, d'authenticité toujours et d'attachement à l'Afrique et à nos valeurs, à nos cultures. Et je pense que ça, c'était nouveau. On faisait beaucoup de storytelling, c'était nouveau. On a beaucoup travaillé avec des personnes, avec les influenceurs, c'était nouveau. On n'a pas juste montré un côté glamour. Ok. Tu ouvrais les stories, tu voyais les tailleurs, tu nous voyais autour d'un bol. Tu voyais des valeurs. Tu voyais de la vie. Ouais. Tu voyais quelque chose à quoi tu t'identifies et pas forcément une marque qui vient juste te vendre du bling-bling, quand tu t'habilles comme ça, etc. Et la preuve, cette année, quand on a voulu changer, parce que je me suis dit que les gens m'identifient trop à la marque et que les gens sont plus attachés à ma personne qu'à la marque en elle-même et qu'il fallait vraiment qu'on essaie de fonctionner sans moi, quoi. Et surtout, c'était une période où j'ai décidé également de commencer à prendre les cours, etc. Donc, j'ai décidé de me mettre en retrait. Oui. Donc, on mettait plus en avant les vêtements, etc. Et plus trop les gens. On a perdu en engagement divisé par 3, quoi. Ok. Ouais. Donc, tu sens que vraiment ta présence, c'est Sofatou, c'est... Je pense que c'est pas que ma présence. Ouais. C'est aussi que les gens voient l'authentique et que les gens voient les gens derrière. D'accord. Qu'on continue à leur raconter des histoires, qu'ils sachent comment les choses sont faites, qu'est-ce qu'on est en train de vivre, qu'est-ce qui nous pose problème, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Et pas juste, voilà, le vêtement, il s'appelle comme ça. Voilà la collection, achetez-le. Et ouais, c'est ça. Tu veux pouvoir acheter ça et savoir que tu impactes une économie, tu impactes des gens. Tu veux savoir qu'est-ce que représente cette collection. Parce que ce que j'aime beaucoup avec ce que tu fais, c'est que chaque collection représente quelque chose. Il y a une histoire derrière la collection. Et effectivement, je comprends que les gens sont attachés. Et puis après, comme tu as dit, tu comprends les réseaux sociaux. Donc, tu as aussi ton humour
qui fait que les gens sont attachés à toi. Et tu es très transparente, comme tu dis, sur tout ce qui se passe dans le quotidien. Donc forcément, les gens se reconnaissent. Les gens voient les efforts que tu mets, voient le temps que tu mets dedans. Et tu comprends. Après, quand tu payes ce vêtement, qu'est-ce que ça fait comme impact. Voilà, tu comprends ce que ça fait comme C'est impact. exactement ça. Aujourd'hui, tu vois, juste mon équipe, tu as des Ivoiriens qui sont là depuis la guerre de Côte d'Ivoire, donc ils sont des réfugiés, qui sont restés avec le temps. Tu as des jeunes filles qui sont issues de couches vulnérables de la société, tu vois, tu as des gens de la Guinée, etc. Donc c'est vraiment et quand tu connais ces personnes-là et que tu sais où va l'argent, bien entendu, ça te pousse plus à soutenir la marque. Et pas que ça, quand tu vois que la marque aussi essaie de faire des actions sociales, etc., tu t'attaches un peu plus. Et il y a des gens, je pense qu'ils achètent juste pour... Je peux pas te dire, au-delà d'acheter, le nombre de cadeaux que je reçois de mes clientes. Ah oui? Mais tout le temps. Et pas que moi. Moi et des gens de l'équipe. Khadija, elle reçoit tout le temps des cadeaux des clientes, etc. Au final, en fait, c'est des gens qui deviennent des amis. Famille. Une famille. Et c'est pour ça qu'on les appelle la SoFam. C'est que c'est vraiment notre famille au bout d'un moment. Moi, j'ai des clientes, quand je pars, il y en a une à Paris la dernière fois, pas mon voyage là, celui d'avant, je suis allée jusque chez elle la voir. Parce que c'est vraiment ma pote, quoi, maintenant, tu vois. Et c'est des liens qui se sont créés juste avec le fait qu'ils viennent, qu'ils te soutiennent, qu'ils aiment ce que tu fais. Tu vas avoir des problèmes, ils vont te donner des conseils, tu vois. Et pour moi, c'est ça qu'il faut construire. C'est une communauté, c'est un espace de partage, c'est quelque chose qui te transcende et qui... Aujourd'hui, c'est pas ma personne seulement. Tu vois. C'est des gens qui sont attachés. Il y a des gens, ils appellent Khadija au quotidien. Moi, je suis même pas au courant. Hein. C'est leur pote. C'est pas mon problème. Et d'ailleurs, parce que je pense que tu dois avoir tellement d'anecdotes par rapport justement aujourd'hui à la marque. C'est quoi l'endroit le plus loin au monde où tu as vu tes tenues? Je te pose cette question parce que, par exemple, tu vois, nous, avec notre plat Kolia, une fois, je me rappelle, j'ai vu une commande qui est partie, si je te dis pas de bêtises, en Nouvelle-Zélande ou Trinité et Tobago, je sais plus, une île comme ça perdue. Bon, il y a beaucoup des îles. Et je me suis dit, mais comment qui a vu notre plat et commandé ça? Est-ce que tu as un endroit où tu as vu tes tenues, tu t'es dit, mais qui a commandé Sofatou là-bas? Je pense que les deux trucs qui m'avaient choquée, c'était Japon et Australie. Et je me suis dit, en fait, mais... T'imagines ce que tu as créé à Dakar, là? Il y a quelqu'un qui est jusqu'au Japon. Non, mais qui part dans des endroits où moi, j'ai jamais mis les pieds, où je rêve de mettre les pieds. Donc, en fait, le truc, comme je te dis, ça te dépasse de loin. Surtout quand j'ai commencé à aller à des événements et à voir des gens porter mon vêtement. Ils savent même pas que c'est moi, tu vois. Je dis bonjour, vous êtes joliment habillés. Ils disent merci, je dis mais c'est moi. Et donc, c'était quelque chose de voir des personnalités qui portaient... je me souviens, quelqu'un a déjà offert une de nos tenues la première fois à Madame Kagame, la femme de Paul Kagame. Je me suis dit, elle a apporté mon truc, tu vois. Et à chaque fois, en fait, tu voyais quelqu'un. Et c'est vous qui avez offert aussi un truc à l'hôpital quand on était passé, tu vois. Et quand j'ai vu qu'elle a apporté ça, j'ai dit, yeah, on a passé, tu vois. Et à chaque fois, c'est pas seulement les personnalités. C'est vraiment juste une personne. Pour moi, chaque personne. Oui, c'est ça, parce qu'aujourd'hui, Sofatou, il y a des gens qui se marient en Sofatou, plein. Il y a des gens qui créent des souvenirs de vie dans tes tenues. Et tu vois, ça aussi, c'était une des questions que j'avais pour toi. C'est comment tu le vis de savoir qu'aujourd'hui, ce que tu as imaginé dans ta tête, ce que tu as créé, va rester gravé dans des mémoires de gens, dans leur histoire. Tu vois, c'est ça qui, moi, me touche avec ce côté création de l'entrepreneuriat. C'est que ce que toi, tu as imaginé, tu t'imagines pas l'impact que ça peut avoir sur d'autres personnes. Et donc, quand tu vois des photos de mariage en Sofatou de et de graduation, là, il y a un bébé, un nouveau-né qui n'est pas encore né. On lui a commandé son Sofatou. Quand j'ai vu la tenue, je dis, mais ça, c'est pour qui? On m'a dit un nouveau-né. Je dis, mais c'est trop petit et tout. Et donc, c'est très touchant de savoir que les gens accordent cette valeur-là à la marque. Ou de voir une jeune étudiante qui dit qu'elle... je me souviens que ça, c'est un truc qui nous avait touchés. Elle voulait coûte que coûte faire sa graduation en Sofatou. Elle n'avait pas assez d'argent. Mais elle a dit qu'elle dépose à chaque fois. Et après, j'ai dit, bon, les derniers paiements, il faut lui offrir, tu vois. Mais c'était quelque chose qui m'a tellement touchée parce que pour elle, c'était important, en fait. Ils associent ces moments de victoire pour eux à être élégants. Et donc, pour eux, être élégant, c'est porter du Sofatou. Et pour moi, il n'y a pas plus belle
hommage et honneur à tes tenues. C'est juste magnifique. Et franchement, à chaque fois, jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pour ça que moi, les gens ne veulent pas que je sois en boutique. Parce que j'ai ce truc-là de, à chaque fois, me dire non, c'est trop cher, non, ça ne le vaut pas, non, etc. Tu vois ce que je veux dire? Tu as une certaine humilité par rapport à... Tu vas me dire, donne-moi un discount, je vais dire oui, direct. Oui. Donc, dès que un client vient, dès que c'est le moment de... Va dans le bac, va dans on me dit, l'arrière-boutique. Fatima, on t'appelle là-bas, tu vois. Ou bien, s'ils ont beaucoup de clients, ils me disent, ne viens pas, ne viens pas ici, ne viens pas nous fatiguer, tu vas gâter notre affaire. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, j'ai ce truc-là de me dire, mais est-ce que ça le vaut vraiment, tu vois, genre, est-ce que ce qu'ils voient en ça, ou bien des gens qui vont venir te dire des choses, tu te dis, mais comment est-ce qu'ils peuvent voir ça en moi? Parce que je pense que tout le monde, en tout cas, se verrait mieux s'il pouvait se voir à travers les yeux de quelqu'un d'autre, tu vois. Mais je pourrais jamais, en tout cas, remercier assez et payer ces personnes-là qui ont foi en la marque, qui voient de la valeur en ce qu'on fait et qui, non seulement l'achètent pour eux, mais le partagent, l'offrent à des gens. Moi, Biram Koulibaly, je sais qu'il ne va pas aimer que je dise ça. Je ne peux pas te dire à combien de personnes il a offert du sofa. Oui. Beaucoup plus que ce qu'il a pour lui-même. Tu vois. Et j'ai plein de personnes comme ça, mes tantes, etc. Dès que c'est cadeau, c'est on va chez Fatima. Oui. Envoie-nous des chèques cadeaux, ou bien la personne doit venir, une fois qu'elle prend, ne la limite pas, après nous, on va payer. Et c'est ça qui a fait la marque. C'est ça qui fait que petit à petit, on a fait notre chemin, on a continué à faire des choses. Et je pense qu'à chaque fois aussi, on a essayé de redonner ce qu'on pouvait de ce qu'on recevait. Et pour moi, au final, c'est ça la vie, c'est un rendez-vous du donner et du recevoir, comme on dit. Oui. Et alhamdoulilah, il y a beaucoup de belles énergies, des gens comme toi, avec qui voilà, la vibe passe, et alhamdoulilah, on fait de belles choses ensemble. Les gens créatifs aussi, qui acceptent toujours, peu importe, parce que je ne peux pas te dire combien de campagnes j'ai fait tourner aux gens. À la fin, je sais que quand ils voyaient mon numéro, ils se disent, c'est encore un truc bénévole, elle va nous fatiguer. Mais alhamdoulilah, les gens ont toujours accepté. Oui, mais je pense qu'on en revient à ce qu'on disait, c'est que les gens, tu véhicules tellement de valeurs qu'ils sont heureux de s'associer à ça, même s'ils ne sont pas rémunérés. C'est que les valeurs que tu portes valent plus cher que tout ce que tu pourrais leur donner. Donc, je pense que c'est pour ça... C'est beau ce que tu dis là. Mais je pense que c'est pour ça que les gens sont toujours enclins à bosser avec toi et à faire des choses avec toi sans forcément chercher du numéraire. Et il y a un truc aussi dont je suis obligé de te parler. Ton duo, LeBron James, Dwayne Wade, toi et Hélène. Parce que aujourd'hui, l'une et l'autre, vous avez créé un duo, tu vois. Même si chacune a sa marque, chacune a son identité, vous êtes un duo maintenant. On vous voit, moi, le premier, on voit les stories que vous faites ensemble, on voit comment vous rigolez ensemble, on voit les... Il y a quelqu'un qui demande si on s'est fâché d'ailleurs dernièrement parce qu'il ne nous voyait pas ensemble. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, elle fait aussi partie de ton histoire. Vous avez créé une amitié. Vous avez créé une relation. D'ailleurs, ensemble, tous les trois, on a créé quelque chose. Et les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas, tu vois. C'est grâce à Olivier qu'on a ouvert Arca. C'est Olivier Arca. Mais comment se crée la relation avec Hélène et comment vous arrivez à faire vos événements à travers le monde, à Paris, Montréal, Abidjan? Comment cette énergie se crée et comment vous montez ça? Tu sais, ça va sembler très bizarre ce que je vais dire parce qu'on est de deux confessions religieuses différentes. Hélène et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau avec vous deux aussi. Mais je pense que c'est une des personnes avec lesquelles je partage le plus de valeurs au monde. Okay. Malgré le fait qu'on n'ait pas la même religion. C'est qu'au-delà de ça, c'est la même confiance en Dieu. Ouais. C'est la même sororité, c'est la même volonté d'aider, de bien faire. C'est la même, l'amour des bonnes vibes. C'est encore plus d'humilité que moi, pour te dire à quel point cette personne est humble, vraiment. Et Hélène, les gens ne savent pas, il y a presque 10 ans d'écart entre elle et moi. Ah ouais? Bah tu vois, je ne savais pas. On ne dirait pas. J'en dirais pas du tout. On ne dirait pas. On va pas demander qui est la plus grande, qui est la plus petite. C'est pas la peine de demander, même je vous dis pas. Non, toi aussi, c'est pas à moi, toi aussi. Ah, regardez là. Et justement, les gens penseraient que c'est elle la plus petite, tellement elle fait jeune, la go, la machallah. Et en gros, en fait, on était dans le même concept store. Ok. On exposait ensemble à Olympic Club. Et quand elle devait faire une ouverture de sa boutique, où elle lançait une collection, je ne sais plus, elle m'a invitée. Ensuite, je faisais un lancement de collection, je l'ai invitée. Ensuite, on s'est croisés plusieurs fois à la Fashion Week. Et à chaque fois, on devenait un peu plus copines.
Et puis, je ne sais pas comment ça s'est fait. On a commencé à s'appeler à chaque fois parce que tu sais, on parle beaucoup de nos Oui. galères, de tout ça. Donc, à chaque fois, à s'appeler, parler de nos galères, etc. Puis à nous retrouver avec les autres designers. Mais le courant passait encore plus entre elle et moi. Et ouais, au final, on était tout le temps fourrés ensemble. Et on a décidé qu'on allait... Non, tonton Amadou Diaw m'a appelé de Saint-Louis, donc de ISM, pour me dire qu'il avait ouvert un complexe à Saint-Louis et tout, qu'il y avait une boutique. Et il voulait que ce soit moi qui prenne la boutique et qui vende là-bas. C'était après Essaouira. Ok. Donc, le forum de Saint-Louis. Donc, j'ai dit OK. Sauf que moi, j'avais encore jamais ouvert de boutique. J'ai dit à Hélène, tu viens m'aider. Ok. C'est comme ça qu'on a ouvert notre premier concept store qui s'appelait Arte Concept Store, que les gens ne connaissent pas. Donc, qui était à Saint-Louis. On partait régulièrement à Saint-Louis. Ça nous a encore plus rapprochés. Les voyages, etc. Et ensuite, l'amitié a continué. Et un jour, Olivier nous a appelés. Olivier m'a appelé pour me dire qu'il avait un local qui serait intéressant pour ouvrir une boutique en plein centre-ville. J'ai dit, OK, on va venir regarder. On est venu, j'étais avec Hélène. Et elle est tombée amoureuse de l'espace. Elle a commencé, j'ai des photos où elle dansait comme ça. Elle dansait comme ça, elle faisait ça, elle faisait plein de choses. Elle a dit, Fatima, on prend tout de suite. Donc, comme ça, on a décidé d'ouvrir ensemble le concept store. La même chose avec l'ouverture du Novotel. C'est Khalil qui nous a dit, le Novotel loue la boutique. La personne qui était là est partie. Elle m'a dit, on prend. Je lui ai dit, on a ouvert Arca il y a 6 mois. Tu me dis, tu prends une autre boutique. Je ne prends pas. Elle me dit, on prend. Fatima, ça va bien se passer. En plein Covid, juillet 2020. Elle me dit, on ouvre. On est parti visiter. Je dis, OK, on ouvre. Donc, comme ça, je pense que la deuxième boutique, on a ouvert en 2 semaines. Et j'avais le Covid d'ailleurs. Mon test est sorti négatif le jour de l'ouverture de la boutique. Donc, chaque fois qu'on partait en voyage, c'est la première personne à m'avoir influencé à partir à Abidjan parce qu'elle a déjà vécu à Abidjan. Elle avait déjà de la clientèle. Donc, on envoyait souvent. Elle m'a dit, viens, on y va. Khadignan partait faire un événement, une masterclass. On est toutes parties avec elle. Et depuis lors, on n'a pas quitté Abidjan. Donc, on retourne à chaque fois. C'est elle qui m'a poussé encore à ouvrir une boutique à Abidjan. C'est quelqu'un qui est derrière moi, qui me pousse à chaque fois. On se pousse mutuellement, hein, j'imagine. Et c'est pour ça que je voulais mettre en lumière cette relation, parce que moi, je trouve que ça, c'est beau. Parce que vous êtes dans un domaine où vous pourriez être en concurrence, tu vois, où beaucoup de gens se seraient vus en concurrent. Et vous, au lieu de vous voir en concurrente, vous vous épaulez, vous vous aidez, vous vous mettez en avant chacune, l'une l'autre. Vous créez des choses ensemble. Et je trouve que c'est pour ça que pour moi, je trouve que c'est important, parce qu'on a plus l'habitude de voir des entrepreneurs qui se font des coups bas, qui se déchirent et autres, que de voir des entrepreneurs qui sont surtout dans le même domaine construire des choses ensemble. Alors que c'est normal, c'est ce qui devrait être, pour moi, je pense, naturel. C'est la concurrence. C'est ça, tu vois, qu'on s'entraide, qu'on se pousse. Parce que, comme tu as dit, si elle n'était pas là, peut-être que tu as plein de boutiques que tu n'aurais pas ouvertes. Parce qu'elle te met ce coup de pied, tu vois, pour te booster. Copine, tu as peur. Mais c'est Dieu qui gère, tu as peur de quoi? C'est comme ça qu'elle me parle. Elle me dit, non, vas-y, fais. Et c'est tout le temps comme ça. Et franchement, moi, je sais que, par exemple, et c'est la même chose, hein. Moi, j'étais là, genre, en mode... parce que moi, je suis très branding, etc. Copine, il faut qu'on change ton logo, il faut qu'on fasse... En fait, à la limite, je prenais des décisions dans ce qu'elle faisait et c'était réciproque. Par exemple, l'ouverture de ma boutique, c'est elle qui est venue me dire, c'est quoi ton merchandising là? Elle a tout changé, elle a tout chamboulé. Mettez ça là, faites ça là. Quand tu viens et que tu la trouves, tu vas penser que c'est elle la patronne de Sofatou. Et j'ai le même comportement quand je suis chez elle, tu vois. Et franchement, c'est ce qui nous a poussés, je pense, toutes les deux, parce qu'on faisait les choses ensemble. Donc, c'était la communauté de l'une qui rejoignait la communauté de l'autre. Partout où je vais, on me dit, pourquoi tu n'es pas venue avec elle? Partout où elle va, on lui dit, ouais, Fatima. Tu vois? Et donc, au final, en fait, c'est vraiment ça. Elle me dit qu'avant, les gens ne la connaissaient pas, elle. Elle connaissait sa marque. Mais c'est à cause de moi là, que sa tête est partout sur les réseaux sociaux. Et on se montrait naturellement, en rigolant, etc. Et souvent, quand on se parle, elle me dit, copine, on ne va pas changer. Avoir des images de femmes entrepreneurs, tout ça. Je dis, toi, c'est ça que les gens aiment. Viens, on est nous. Oui, effectivement, c'est ça que les gens aiment. Les gens aiment vous voir, vous taquiner, rigoler. Tout le temps. Et à chaque fois, après, c'est moi qui reviens lui dire, copine, les gens ne nous prennent pas au sérieux. Moi, j'ai fini de faire le pitre sur les réseaux sociaux. Après, elle me dit, toi, c'est ça que tu me dis demain, tu reviens faire ce que tu fais. Ne me fatigue pas. Et chaque fois qu'on s'appelle, mon mari, il sait que j'en ai au moins pour 2 heures. Là, par exemple, elle est partie, elle fait le tour du monde. Là, tout le monde demande Anna Hélène. Je dis, arrêtez de me demander Hélène. Je n'ai pas vu Hélène depuis des mois. Donc là, elle revient, je pense, bientôt, Inch'Allah. Mais voilà, c'est cette énergie positive-là. Et toutes les personnes qui la connaissent vont te dire la même chose.
elle est comme ça naturellement. Mhm. Elle aime donner, elle donne d'elle-même, elle partage, elle va toujours pousser les gens à mieux faire, etc. Donc, c'est vraiment une personne magnifique, une personne très pieuse. Donc, vraiment qui... Et en fait, pour moi, au fond, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, si tu as une personne et vous partagez les mêmes valeurs, tu sais que jamais la personne ne va faire quelque chose pour te faire du tort parce qu'avant même sa relation avec toi, elle pense à sa relation Reste avec Dieu, bien sûr. des choses que jamais elle ne fera. Il y a des choses, je sais direct que même si je les vois, c'est pas elle, c'est quelque chose d'autre qui s'est passé, etc. Il y a une explication, mais je sais que c'est pas elle de son propre gré qui a décidé de faire du tort. Et je suis une très belle relation avec les filles de Imara, par exemple. Oui. C'est des personnes avec qui on a fait plein de choses, on a fait des voyages, etc. Et pour moi, c'est toujours ces énergies positives qui se créent là. Calista, qui nous met dans tous ses projets systématiquement. Khadignan de Red Lips, on est tout le temps fous ensemble. Quand elle fait un projet, avant même de nous parler du projet, par exemple, son événement là, Elle vous met en direct le elle logo. nous a tagué avant de nous dire elle fait un événement. Elle s'en moque, tu vois. Elle sait que je vais venir. Oui. Je fais un événement, je sais que je vais pas aller chercher et que forcément Oui. elle sera là avec son équipe. Et donc, c'est quelque chose qui nous pousse toutes à aller de l'avant plus facilement parce qu'on fait les choses ensemble, donc elles sont moins dures. Elles sont plus fun. Ma tournée aux États-Unis, Canada avec Imara, là, mais c'était des fous rires à ne plus finir. Mon fils, il l'appelle Babachou parce qu'on était tout le temps avec lui partout. Il avait un an, j'étais Bien obligée de sûr. le prendre avec moi. Donc, il a fait toutes les villes. Maintenant, il dit, chez Babachou, c'était un Américain, mais regarde-le maintenant. Il te parle en Wolof bien sec. Donc, tu vois, son premier anniversaire, on était là-bas. Donc, c'est vraiment des souvenirs de vie qui Oui, se créent avec ces bien sûr. personnes-là. Et alhamdoulilah, quoi. Après, je suis obligé de te parler aussi d'un sujet qui va avec votre domaine. Parce qu'on a eu à en parler, toi et moi. Tu as eu un tel impact dans tes créations qu'il y a eu beaucoup de copies. Comment tu vis la copie aujourd'hui? Aujourd'hui, tu as grandi, tu as mûri. Donc, je pense que tu t'es rodé, entre guillemets, on va dire, par rapport à J'ai ça. guéri. Tu as guéri. Mais au début, j'imagine, la première fois, comment tu... Ouais, ça pique. Olivier, ça pique de fou. Imagine, on te fait ton collier là partout et Oui, qu'on le bien vend sûr. moins cher. Bien sûr. Tu vois, ça pique, ça pique de fou. Mais il faut que des jeunes entrepreneurs ou des personnes qui nous regardent aujourd'hui, qui se lancent ou qui se lanceront plus tard peut-être dans ce domaine-là, quel conseil tu pourrais leur donner par rapport à si demain vous voyez qu'on vous copie? Je suis pas sûre que ce serait le bon conseil. Parce que moi, personnellement, non. Tu vas dire, vous les tuez, vous les butez. C'est pas le bon conseil. Non, c'est pas le bon conseil dans le sens où moi, j'aurais plus dit continue ton chemin, tu vois. Parce que, tu sais, il y a ce beau hadith de Prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il est avec, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais Oui. un des sahaba qui est un peu qu'il a éduqué. Et il lui dit si le monde entier se liguait pour te donner quelque chose que Dieu ne t'a pas destiné, tu ne l'auras pas. Si le monde entier se liguait pour interdire ou prohibir, je ne sais pas comment expliquer, bloquer quelque chose que Dieu t'a destiné, il n'y arriverait pas également, tu l'auras. Et donc, c'est vraiment, aujourd'hui, j'ai une telle foi en la vérité que tout ce qui est mon risque me parviendra. Comme on dit, en Wolof, on dit souvent Satiyar comme tu l'as. C'est-à-dire que voler, c'est juste être pressé. Mais ce que tu voles, ça t'était déjà destiné et tu l'aurais eu d'une meilleure manière si tu avais juste été patient. Et donc, moi, j'ai tardé vraiment à avoir cette maturité-là. Oui, avoir du recul, c'est ça, ouais. Et savoir qu'en fin de compte, ce sont des gens qui sont en train de me faire du tort, mais au final, ils se font encore plus de tort à eux-mêmes. Ouais. Aujourd'hui, c'est des gens qui ne vont pas avoir de légitimité devant les gens. Bien sûr, il y a des gens qui ne sauront pas qu'ils l'ont copié parce qu'ils ne me connaissaient pas. Mais aujourd'hui, c'est des gens que d'autres personnes ne vont jamais prendre au sérieux, peu importe ce qu'ils font. Bien sûr. C'est des gens qui, eux-mêmes, en faisant ça, en fait, moi, j'ai tellement peur de l'argent qui n'est pas, comment on dit, là-haut. C'est pas légal, mais en fait, dûment acquis. Oui. Et c'est, pour moi, c'est être vraiment de good fit, c'est vraiment ne pas avoir froid aux yeux que d'oser manger cet argent. Oui. Donc, aujourd'hui, moi, je vois les choses différemment. Mais ça également, ça m'a poussé à une inertie, à une inaction vis-à-vis de ça. Et ça, je ne suis pas sûre que ce soit la bonne posture à avoir. Ok. Parce que ce que j'ai fait, le fait que je n'ai pas réagi, le fait que je n'ai jamais porté plainte, surtout contre certaines marques qui sont très en vue maintenant aujourd'hui, qui sont venues dans les mêmes séries que moi, qui habillent les mêmes personnalités que moi, etc., qui continuent dans la copie, qui copient nos palettes de couleurs, les designs, les motifs, mais vraiment tout, les coupes, tout. Mais est-ce que tu peux protéger ça?
aujourd'hui? C'est protégé. C'est Nos protégé. designs sont protégés au niveau de l'OAPI, Ok. mais après, il faut intenter des actions en Ouais. justice. Et ça demande du Ça temps, demande de du temps, l'argent. de l'énergie. Ouais. Et surtout, ça te donne une réputation parce que le Sénégalais voit très mal le fait d'aller intenter une action en justice contre quelqu'un d'autre. Parce qu'on aime tellement la liberté qu'on se dit que en priver quelqu'un d'autre, c'est vraiment très mauvais. Tu vois? Mhm. Et ce que je réalise, en fait, c'est que ce truc-là, la peur qu'on nous dise, elle est revancharde, elle n'est pas aussi positive qu'on pensait. Au final, elle avait une image de quelqu'un de gentil, etc., mais elle est comme tout le monde. C'est pour des gains, et surtout que ce soit pour des gains financiers que je fasse ça. Alors, où je suis pas d'accord avec toi sur ça, c'est que c'est pas pour du gain. Parce que pour moi, c'est plus pour le combat de... Tu le fais pas que pour toi, tu le C'est fais vrai. aussi pour les futurs designers qui vont arriver. Et Pour changer les choses. si les gens voient que bah, tu peux plus copier sans que personne te dise quelque chose, finalement, tu vas changer les mentalités. Donc, C'est vrai. après, tu vois, c'est facile de parler quand on est assis comme ça et que tu n'as pas de l'argent à mettre, que tu n'as pas du temps à mettre sur ça et tout. Mais c'est pour moi aussi quand même important d'intenter des actions et de montrer que ces gens copient. C'est que finalement, tu as travaillé, tu as mis du temps, tu as mis de l'énergie, tu as fait des efforts que ces gens n'ont pas fait, ils viennent prendre et personne ne leur dit rien, personne ne leur tape sur les doigts. Donc, tu vois, mais ça, et ils vont faire sûrement à d'autres personnes, mais bon, c'est un autre débat. Mais je voulais surtout savoir, c'est ça, comment toi aujourd'hui, quand tu vois ça, tu te dis, bon, ok, moi je continue d'avancer, et copier ce que j'ai fait moi l'année dernière. Moi, je suis déjà dans la prochaine collection et dans la collection dedans. C'est exactement comme ça que je fais maintenant. Et Ouais. je pense qu'à une époque, j'avais même dit à Mamital, viens, on crée une page et on dénonce tous les gens qui font de la copie, tu vois. Mais après, je me suis dit, en fait, ça en vaut pas le coup, ça va me prendre trop d'énergie Ouais. pour rien. Restons Et dans c'est pour l'énergie ça que je dis positive. que- oui, c'est pour ça que je dis que je suis pas sûre que je donnerais le bon conseil à ces Ouais. gens. Parce que moi, ce que j'ai fait, c'est ne rien faire. Et je suis pas sûre que ça a été la bonne chose à faire. Peut-être que si j'avais réagi à la première, deuxième collection où on m'a fait ça, parce que c'était vraiment des choses très flagrantes, Ouais. où tout le monde venait me dire, mais tu as vu, peut-être que ça n'aurait pas continué autant. Et comme tu dis, j'ai un rôle, tu vois, aussi également vis-à-vis des gens, et j'aurais pu exercer ce rôle-là pour dissuader d'autres personnes de le faire. Je ne l'ai pas fait. C'est un choix qui était assez égoïste, parce que franchement, c'était un choix de choisir ma paix et de prioriser ma paix. Je pense pas que c'est égoïste. En fait, où je suis dans une dualité, dans ce que je te dis, c'est qu'effectivement, il y a la partie de moi qui dit tu devrais le faire pour surtout, même pas que pour toi, mais pour les gens qui arrivent derrière. Mais il y a là aussi l'autre partie de moi qui dit je suis d'accord avec toi. Moi, j'aurais fait pareil. Parce que finalement, tu vas mettre du temps, tu vas mettre de la mauvaise énergie dans ça, que tu aurais pu mettre sur autre chose, créer déjà toi la suite que eux n'auront pas pensé. Parce qu'à la fin de la journée, tu as toujours 1, 2, 3 collections d'avance sur eux. Parce que eux, ils sont occupés à copier ce que toi, tu viens de sortir. Mais toi, c'est déjà sorti. Toi, tu es déjà sur la suite. Donc, je comprends aussi ce côté de toi qui dit ah, je vais pas mettre mon énergie sur ça. Viens, je mets mon énergie sur le positif et je continue d'avancer. Ouais, Quoi. j'ai préféré en rire qu'en pleurer au final. Je disais que ouais, moi j'ai plein d'employés, j'ai les miens, ceux de un tel, ceux de un tel, et tous ils bossent pour moi. Et tous ils bossent avec ma tête. Donc c'est tous mes employés, je m'en moque. Donc je préférais voir les choses différemment et dire que voilà, eux tous ils vivent avec la baraka de ce que nous faisons. Ouais. Mais oui, ça a piqué. Et jusqu'à présent, des fois je vois des choses, je me dis mais attends, genre cette personne en particulier. Tu es toujours en avance. Tu es toujours en avance, c'est ça qu'il faut se dire. Ça fait mal. Ça fait mal, mais t'es toujours comme en je te avance. dis, oui, mais alhamdoulilah. Et puis, tu te dis, en fait, quoi qu'on dise d'ici, je sais pas moi, 20, 30 Louis ans. Vuitton, on les copie. Donc, Non, et puis d'ici quelques années, ce sera plus relevant, tu vois. On Ouais. sera tous ailleurs en train Ouais. de faire autre chose. exact. J'espère que la marque, elle va perdurer et me survivre. Mais elle devra faire face à plusieurs situations comme ça si elle continue. Donc, à un moment donné, je me suis dit, écoute, tu gâches plus d'énergie dans ça. Tu continues d'avancer. Et surtout, aujourd'hui, on ne cherche plus juste à faire des vêtements à plaire. Ce qu'on cherche à faire, c'est à créer de l'impact. C'est changer des vies. C'est accompagner des gens à réaliser leurs rêves. C'est que ces personnes-là qui aujourd'hui sont démotivées, veulent quitter ce pays-là aient une raison de rester. Donc, je suis plus au même oui, et je suis plus dans le même état d'esprit du tout de je veux me faire connaître, et c'est dire en fait rien que ce début d'année, voire la fin d'année passée, je veux dire, on avait commencé une consultance en marketing, et
Et quand je réalise en fait le chemin qui a été parcouru et comment ma vision a complètement changé Oui. depuis, parce que vraiment l'objectif c'était d'avoir une bonne RP, d'être dans les grands magazines, Vogue, etc., côté mode. Et en fait, en l'espace de quelques mois, mon objectif il a n'est plus changé. le même. Ce que je veux aujourd'hui, c'est pas me faire connaître par des magazines qui veulent me faire entrer dans des codes qui sont pas les miens. Ouais. Ce que je veux aujourd'hui, c'est que une fois que je ne serai plus de ce monde, Ça perdure. qu'on ait impacté l'Afrique, qu'on ait impacté le Sénégal, Ouais. qu'on ait changé des vies et qu'on retrouve beaucoup de choses de l'autre côté dans Ouais. le bon compte bancaire. Là. Amen. Amen, amen, amen. Et aujourd'hui, l'équipe Sofatou, c'est combien de personnes? 32. 32 personnes Alhamdoulilah. sur qui aujourd'hui sont impactées directement par tout ce que tu fais. Chaque fin de mois, qui m'impacte aussi beaucoup. Et donc, on est Je obligé... commence à stresser le 10 du mois, c'est Ouais, tout. non, c'est ça. Mais justement, on est obligé d'arriver à cette partie-là, c'est ça. Tu dis qu'actuellement, parce que on s'était vu il y a, si je dis pas de bêtises, 1 an, et tu me disais que tu étais en train de, je sais pas si je peux le dire, de réfléchir à peut-être grandir et donc chercher des investisseurs pour entrer dans le capital. Donc, tu as déjà une projection, toi, à plus long terme de ce que tu veux faire. On est effectivement dans une période actuellement où le pays est en transition et en train de bouger. C'est quoi la réalité d'un entrepreneur? Parce que tu vois, nous n'avons pas d'employés avec Arel. Donc moi, je ne connais pas cette réalité. C'est quoi la réalité? C'est quoi le positif, mais en même temps le stress de devoir avoir autant de monde qui dépendent de ce business que tu as créé? Que les gens comprennent ce que tu vis au quotidien. Parce qu'ils s'arrêtent, tu sais, à l'image de Sofatou, ce que tu nous montres sur les réseaux, mais on n'imagine pas toute la réalité qu'il y a derrière, quoi. C'est énorme, Olivier. Ouais, c'est sûr. C'est un stress. En fait, dernièrement, ce que je me demande, c'est ce que serait ma vie sans ce stress-là. Non, je te jure. Tous les jours. L'autre jour, j'ai appelé ma cousine, Khadija. Donc, c'est elle qui est censée être notre directrice commerciale, mais qui ne veut pas lâcher le WhatsApp. Donc, quand vous nous écrivez sur WhatsApp, c'est elle qui répond. Bonjour Khadija. Bonjour, Khadija. Et je lui disais, mais tu t'imagines, en fait, comment on serait tranquille si on se réveillait et il n'y avait pas Sofatou. Et qu'on n'avait pas les salaires à gérer, et que toi, tu n'avais pas de clients mécontents, et que à l'atelier, ils n'avaient pas foiré la commande d'un client. Olivier, la semaine passée, je te jure, j'étais au bord du gouffre. Je te jure, émotionnellement, ça n'allait pas. Une cliente, ils ont refait 3 fois sa tenue, envoyé 3 fois sa tenue à Paris. Les 3 fois, la tenue n'allait pas. Olivier, tu imagines. Et maintenant, malgré toutes les bêtises là, malgré le fait que tu viens, tu trouves plein de choses qui sont gâtées, de l'argent qui est gaspillé, etc. Toi, à la fin du mois, tu dois payer le salaire des gens. Là. Tu vois. Donc, tu te prives. Il y a eu des mois où c'était tellement difficile que j'ai dû emprunter de l'argent ou prendre une tontine que j'avais, etc. Et pour pouvoir payer les salaires. Et en fait, c'est difficile de savoir que qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Toi, tu es obligé de te démerder pour que les gens là aient leur C'est ça. Que tu aies vendu ou pas. Ouais. Que les gens aient bien fait leur travail ou pas, il faut. Et aujourd'hui, en fait, je pense qu'on a tellement grandi dans l'affectif et bâti cette marque dans l'affectif qu'il y a des gens, on sait que c'est des boulets, mais on ne peut pas s'en séparer parce qu'on sait que le gars, là, Si tu le lâches, tu le vires, le gars vit dans ton atelier. Ouais. Tu le vires, il fait comment? Ouais. Et tu sais qu'avec le travail, la qualité du travail qu'il fournit aujourd'hui, partout où il va, c'est un problème. Mais est-ce que tu penses que tu peux être dans ce domaine-là et être dans l'affectif? C'est ça, Je pense que je ne peux plus grandir comme ça. Ouais. Là, on a atteint un plafond de verre, on ne peut plus. Ouais. Tu ne peux plus continuer à fonctionner de cette façon, tu ne peux plus faire de l'argent de cette façon. Là, aujourd'hui, en fait, ce n'est pas qu'on ne vend pas, mais tout ce qu'on vend, on le dépense. Et donc, tu réalises qu'au final, même si tu faisais 1 milliard de chiffres et que tu as dépensé les 1 milliard, à force de vouloir aider les gens, tu te retrouves dans la même situation. Ouais. Toi-même, tu deviens un cas social. Ouais. Toi-même. Je regarde mon pouvoir d'achat d'il y a quelques années et mon pouvoir d'achat aujourd'hui. Moi-même, je regarde dans la boutique des vêtements. Avant, je prenais, j'achetais pour offrir aux gens. Maintenant, je dis, c'est mon patrimoine. J'offre à qui je veux. Je m'en moque, je ne paye pas. Comme vous ne me donnez pas d'argent, là, donnez-moi les vêtements. Non, quand j'ai eu mon bébé, là, je suis venue avec ma valise. J'ai ouvert, j'ai dit, mettez dedans, je vais porter. Vous me payez plus d'argent que payez-moi des vêtements au moins. Donc, c'est te dire, en fait, que c'est un impact très dur psychologiquement.
Les gens, ils sont en train de dormir. Toi, tu penses, où est-ce que tu vas prendre de l'argent pour payer? Parce que c'est une masse salariale qui a explosé. Bah oui. Enfin, d'un mois à l'autre, tu as l'impression que c'est 15 jours. Et à la vidéo de Louis de Funès, là où il dit, mais c'est encore la fin du mois, encore. Et chaque fois, je me dis, mais je comprends pas. Ouais, ça va vite. Ça va très vite. C'est très stressant, c'est très frustrant parce que tu n'as pas toujours ce que tu veux et qui fait que ce soit légitime pour toi de payer ce que tu es en train de payer. Mais bien sûr, à chaque fois que tu vas te poser et te dire, et surtout c'est difficile de gérer parce que nous, par exemple, on octroie des avances sur salaire parce qu'on sait que c'est difficile. Oui. Et des fois, en fait, c'est comme si ces personnes pensaient que c'est un dû. Hein. On vient te dire, ouais, j'ai besoin d'argent, d'avance sur salaire parce que j'ai telle situation. Et tu dis, bah, les caisses sont vides. Et tu te dis, oui, mais moi j'ai besoin d'argent. Oui, mais les caisses sont vides. Qu'est-ce qu'on fait? Je me vends, je te donne, mais je fais quoi? Je prends un rein, je te donne, je comprends pas, tu vois. Et en fait, au bout d'un moment, tu commences à être démotivé parce que tu te dis, est-ce que ça le vaut vraiment? Et après, Khadija, l'autre jour, elle m'a envoyé plein de captures de clients très contents. Exactement. Pour me dire, tu vois, c'est pour ça qu'on fait ça aussi. Exactement. Tu vois, c'est pas que, tu vois. Ou bien un autre jour qui vient me dire, il y a un tel qui avait telle situation, sa maman était malade, elle a pu payer avec l'argent de sa tontine, etc., etc. Ça fait ça. Oui, bon, après ça, c'est l'entrepreneuriat. C'est des hauts, des bas, des moyens. Des très bas. Des très bas, effectivement, des très hauts. aussi. Exactement. Ouais. Et de toute façon, c'est ça. Je pense aussi que de toute façon, comme tu le disais tout à l'heure, de par ton caractère, de par ta nature, être dans un emploi où tu aurais une routine, ça te fatiguerait, Fatima. Je ne sais pas faire mon... Comme tu as dit, tu as besoin de cette adrénaline. Tu l'as dit toi-même, tu as besoin de c'est maintenant, l'adrénaline de maintenant, tu as besoin de ça. Et être finalement, faire du 9 à 5 et avoir ton salaire et... Non, je peux pas. Mais mon mari, par exemple, peut avoir beaucoup d'argent et je fais ce que je veux. Oui, c'est une option aussi, effectivement. Donc, il a qu'à bosser, il faut dire qu'il bosse plus dur. Oui, mais même ça, je sais que je m'ennuierais. Ouais. Hein. J'aime ce que je fais. Mais c'est juste que... Il y a des moments où c'est plus dur que d'autres. Ah oui, non, c'est Il y a sûr. des moments où c'est... Parce que tant que tu n'as pas ce stress-là de à la fin du mois, je paye comment? Franchement, advienne que pourra, tu vois. Moi, tant que je ne suis pas stressée par comment je fais pour payer les salaires, I'm good. Je n'ai pas besoin d'avoir plein d'argent. Oui. I'm not even using it. Je l'utilise. Tu veux juste savoir que ces gens qui comptent sur moi, je suis capable de ne pas les décevoir. Mais là, j'ai décidé que ce mois-ci, parce que ça ne vend pas, je vais venir leur dire, voilà les amis, on n'a pas vendu, moitié salaire pour ce mois. Juste une fois. Donc, ils comprennent. Ça, parce que effectivement, c'est facile d'être de l'autre côté, d'attendre son salaire et de ne pas comprendre les réalités. Hey, ce mois-ci, j'ai fait plein de trucs. Et là, par exemple, je leur ai dit, je m'en moque. Tous ces frais supplémentaires de envoyer au pressing parce que vous avez taché, ensuite renvoyer à la boutique pour emballer, renvoyer chez le client, repayer le GP pour repartir. Les petits là, ça fait beaucoup. C'est les petits là, j'ai dit maintenant on coupe. Oui, bien on sûr. situe les responsabilités, on vous enlève ça. Exactement. Donc je sais que la fin du mois, ça va diminuer un peu. Non, j'espère surtout que ça va les pousser à mieux faire. Ouais. Mais je sens qu'il y a eu un relâchement général. C'est peut-être dû à la crise, c'est dû à beaucoup de choses. Tu sais que les gens vivent des situations compliquées chez eux. Et surtout, on n'était pas très regardant sur beaucoup de choses parce que, comme je te dis, on a vraiment bâti le truc dans l'affectif. Mais je sais que quand ils vont voir une tête tomber, deux, après on va ça recadre. Mais c'est juste qu'il faut que je trouve en moi le courage de faire ça. Et c'est pour ça que ma soeur me dit tout le temps, il faut que ce soit plus toi qui dois prendre ces décisions. Oui. Parce je pense que tu ne vas pas le faire. Aujourd'hui, tu as assez grandi, assez mûri pour toi t'occuper de d'autres étapes qui sont trouver le financement, faire grandir la marque et tout, et que le day-to-day, le côté RH et tout, tu le sais que tu as un trop bon cœur. Donc tu le sais que tu dois t'éloigner de connaître les gens et d'être dans l'affectif. C'est que je suis trop soft, je suis dans toutes les sauces. Je vais venir trouver quelque chose, je ne dois pas parler dedans. Je dis, pourquoi c'est comme ça? Après, c'est comme tu dis, c'est difficile de déléguer, tu vois, quand tu es entrepreneur. Parce que bon, c'est toi, tu as ta vision des choses. Et mon problème, c'est que moi, j'ai beaucoup fait du micromanagement. Et en fait, je peux m'asseoir, venir voir des fils qui pendent sur un truc. Je vais m'asseoir, aller récupérer les ciseaux et couper. Alors que tu as plein de personnes qui auraient pu faire ça pour toi. Un poste, je vais dire non, la police où vous avez placé ça, etc., ça ne nous ressemble pas. Et je vais dire non, je rentre dans Canva, je fais moi-même. Donc, c'est plein de petites choses comme ça qui te retardent alors que tu aurais plus de valeur ajoutée à faire d'autres tâches. Oui.
Et c'est vraiment ça que je dois apprendre. Je ne vais pas dire que je suis en train d'apprendre. Ils vont me dire c'est pas. Mais oui, début d'année, on a fait un très beau team building. On a essayé de vraiment plus se faire confiance, etc. Mais franchement, cette année, comme je te dis, j'avais levé le pied. Je m'étais fait mon planning tranquille. C'est matinée à l'école. Ensuite, quand je finis, je passais des fois rapidement. Mais je pouvais rester des semaines sans partir. Passer, ouais. Et parce que je pensais vraiment que les choses étaient bien en place, etc. Mais bon, je réalise après coup que les process ne sont pas huilés. Il y a des process qui n'existent même pas. Par exemple, je réalise qu'on n'avait pas de process de décaissement. Chacun vient dire à la comptable, j'ai besoin de temps parce qu'on doit faire ça. Et elle envoie l'argent. Je suis venue il y a 1 mois, j'ai dit même livraison, mais là, vous me demandez. Non, c'est ça, il faut structurer tout, il faut organiser tout. Ça doit être un vrai challenge au quotidien. Ouais. Vrai challenge. On est en pleine consultance pour ça. Donc, un autre consultant qui est en train de nous aider sur la stratégie du développement, mais aussi sur la restructuration. Et alhamdoulilah, on espère que ça va donner de bons résultats. Et aujourd'hui, toi, Sofatou, si c'est quelque chose dont tu peux parler, tu vois ça où dans 5 ans, 10 ans? 5 ans ou 10 ans? Allez, 5 ans. Comme ça, je peux te réinviter dans 5 ans dans le fauteuil pour que tu me dises. Je peux me réinviter dans 10 ans. Hein. Yeah, Inch'Allah. Bon, je sais que ça va être un énorme plateau à la Jimmy Fallon, tout ça. Là. Comme moi, je peux dire que je sais que dans 10 ans, ton emploi du temps sera trop booké, donc pour t'avoir, tu vois. Écoute, dans 5 ans, je pense que je vois un acteur important du développement local. Du développement de l'industrie culturelle, créative sénégalaise et africaine de manière générale. Je vois une marque qui impacte beaucoup de vies. Donc, j'espère qu'on aura dépassé la 100aine d'employés. J'espère qu'on aura également réussi ce cap-là. La 100aine d'employés, tu veux gérer encore? Toi, c'est pas moi qui vais gérer. Toi, tu gères pas ça. Non, toi aussi. Dans 5 ans, là, je te parle de Sofatou, mais moi, je me vois loin là-bas, à Médine, à appeler des fois pour dire comment ça se passe. Bon, je suis fatiguée. Je vois une marque qui aura réussi à dépasser vraiment ce cap-là de la structuration, mais surtout du passage à l'échelle. Parce que c'est là-bas que beaucoup d'entreprises, malheureusement, échouent. Elles vont grandir à une grande vitesse de croissance et puis arriver à ce niveau-là. Un palier. Et ça bloque. Ouais. Donc, on espère vraiment qu'on va réussir ce passage à l'échelle, conquérir encore plus de cœur, générer encore plus d'impact socialement au Sénégal, mais aussi un peu partout et surtout être implanté dans plusieurs autres villes d'Afrique. Là, on est juste à Dakar et à Abidjan, où on a nos propres boutiques. On est représenté dans plein d'autres pays. On peut continuer sur la représentation, mais je pense que ce serait pas mal d'avoir d'autres boutiques dans 3-4 villes. Quoi. D'accord. Inch'Allah, c'est tout ce qu'on te souhaite. C'est tout ce qu'on te souhaite. Et ouvrir à Paris. Je sais, les gens de Paris, là, ça fait des années que vous me souhaitez ça. Inch'Allah, on va ouvrir. Parce que ça reste quand même, j'imagine, une grosse part de c'est notre première destination. C'est la première ville vers laquelle on expédie. Waouh, incroyable. Et avant de finir cette discussion, pour moi, c'était important aussi de rendre hommage à ta maman. Parce que pour moi, elle représente aussi toutes les valeurs qu'elle t'a inculquées, toute la femme que tu es aujourd'hui. Parce que je vais partager un truc que les gens ne savent pas, c'est que quand Karel était enceinte de Kelina, j'avais mon dos complètement bloqué. Ouais. J'étais allongé pendant des mois et tout. Et la mère de Fatima, sans me connaître, sans m'avoir rencontré, m'a dit quoi faire, qu'est-ce qu'il fallait faire. Et ça montre toute la grandeur de cœur. J'avais même oublié. Ouais, tu vois, moi, j'ai jamais oublié toute la grandeur de cœur et toute la femme qu'elle était et toutes les valeurs qu'elle t'a inculquées aujourd'hui qui font la femme que tu es. C'est que sans me connaître, juste Fatima elle a dit j'ai un ami qui a ça. Elle a dit ok, tu dis de faire ça, si, ça, et ça va aller mieux. Et je voulais vraiment lui rendre hommage dans la discussion et parce que ça montre toute la générosité, toute la femme incroyable qu'elle était et qui tu es aujourd'hui. En tout cas, Fatima, ça a été un plaisir de discuter avec toi. Un plaisir qu'on se pose parce que ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Mais trop. Tu as vu ? Trop. Et bravo à toi, Olivier. Merci. Et puis, en tout cas, j'espère que tu as pris autant de plaisir que moi. Ah, bien sûr. Tu sais, déjà, moi, j'aime parler. J'aime encore plus parler avec toi. C'est dommage, on n'avait pas à manger et tout. Tu vois, je ferai mieux la prochaine fois. Je
ferai mieux la prochaine fois. Tu déjà vois, parfait. on se pose, on grignote et tout. En tout cas, ce que je retiendrai de cette discussion, c'est que tu es une femme inspirante. Oh, C'est que tu es quelqu'un qui n'a pas peur de faire bouger les choses. on essaie. Tu vois, c'est que tu es quelqu'un qui a des valeurs. Tu es quelqu'un qui aime consciemment l'autre, tu vois, qui aime l'autre, qui aime Oh, ouais. donner aux autres. Tu vois, et quand je dis donner, c'est pas forcément donner quelque chose de physique. Ça peut être par des conseils, ça peut être par la parole et tout. Et tu es surtout quelqu'un qui représente le Sénégal, qui représente l'Afrique en général, On essaie. partout où tu vas. Et en tout cas, on te pousse à 10 000% Amine, de continuer à merci. faire tout ce que tu fais. Je vous invite, la team incroyable, à aller voir, si vous ne savez pas encore ce qu'elle fait, ses réseaux. Allez voir les réseaux de Sofatou. C'est bientôt Noël. Si vous ne savez pas quoi offrir ou si vous ne savez pas quoi vous acheter, prenez une petite tenue Sofatou. Vous allez voir, vous allez être frais. Frais comme ça. Si vous avez des mariages, des événements, frais, la fraîcheur. Vraiment made in Sénégal, made in Africa. Et voilà, en tout cas, tout le meilleur à toi. À toi Merci aussi. la team incroyable d'avoir regardé ou d'avoir écouté l'épisode. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Peace! Allow me to reintroduce myself. My name is Ho. Of show.